Alors bonjour, bienvenue à ce cours de littérature 7 lit 104 théâtre antique et son héritage moderne. Mon nom est Luc Vaillancourt, je suis absolument ravi de vous voir aujourd'hui réunis devant moi. Dans ces circonstances un peu problématiques, c'est pas idéal de se voir comme ça sur Zoom, c'est pas mon choix, vous le savez, mais en tout cas, on va essayer de faire contre mauvaise fortune bon cœur. J'ai essayé d'agrémenter un petit peu le cadre pour rendre ça plus intéressant, plus captivant. Vous avez remarqué l'arrière-plan qui nous situe à l'UQAC dans une salle de classe standard. On va jouer un peu avec ça. On va prétendre, un peu comme au théâtre, hein, on prétend qu'on est là et qu'on se déplace tout à l'heure devant l'écran de projection et qu'on projette des images. On va y projeter le plan de cours aussi. Et on va tout faire pour simuler ce rapport de proximité qu'on aurait en classe. C'est tout à fait à propos, puisque le théâtre aime bien ce genre de simulation-là. Et je pense qu'on va essayer de tirer le meilleur parti de la situation de cette manière. En tout cas, je ne ménagerai pas mes efforts à cette fin. Je vous remercie d'avoir choisi ce cours. Il est optionnel, il n'est pas obligatoire. Vous n'étiez pas obligé d'être là. Et surtout que vous apprenez que ça se donne en virtuel, au moins au début. Vous auriez eu raison de vouloir quitter le navire, mais vous êtes là et je vous suis infiniment reconnaissant. Euh, je vais essayer de vous convaincre de rester là. Je vais essayer de vous convaincre de l'intérêt de la chose. Pourquoi est-ce que ce cours de théâtre est pas plus populaire que ça? Si vous regardez le nombre de participants en ce moment, vous allez dire, ouais, c'est pas un gros groupe. Il y en a échappé quelques-uns. À cela, plusieurs raisons. Des raisons techniques, des raisons administratives. Imaginez-vous donc que quand le cours a été commandé, il y a une erreur qui a été faite. Il n'y a pas de local qui avait été demandé et il apparaissait pas dans les horaires de tout le monde. De sorte qu'il y a eu très peu de publicité. Il a échappé à l'écran radar de la plupart. Et pour la première fois de ma vie, moi qui suis habitué à des gros groupes de au moins 30 étudiants, je me retrouve avec un groupe un peu plus petit, plus modeste, mais c'est pas plus mal. Ça fait moins de correcteurs pour le professeur, moins de corrections pour le professeur. Alors, je suis pas fâché non plus, mais en même temps, il faut admettre que ce cours fait peur. Et je le sais parce que j'ai parlé avec plusieurs étudiants au cours de ma carrière. Ça fait déjà 25 ans que j'enseigne à l'UQAC. Et le premier cours que j'ai donné en carrière à l'UQAC, c'était ce cours de théâtre antique et son héritage moderne. Et dès les premières séances, j'avais des témoignages d'étudiants. Ben moi, je ne sais pas si je vais rester parce que franchement, le théâtre antique, ça ne me parle pas vraiment. L'Antiquité, tout ce qui vient en fait avant la Révolution française m'intéresse pas. Moi, je suis plus interpellé par la littérature contemporaine, la littérature de genre, des choses comme ça. Et c'est tout à fait commun, fréquent, je vous dirais, en début de parcours. Déjà, le théâtre, c'est un art exigeant, difficile, mais rajouter à ça, théâtre antique et son héritage moderne. On ne sait pas trop ce qu'on entend par héritage moderne. Ça va où, jusqu'où la modernité? Est-ce que on parle de première modernité? Est-ce qu'on parle de modernité, l'extrême contemporain? Donc aujourd'hui, ça reste à préciser déjà. Alors, quand on voit ce cours-là, quand on choisit de s'y inscrire, euh, on est un peu intrigué quant au contenu. Et ça va servir à ça, notre rencontre d'aujourd'hui, de vous éclairer un petit peu sur le propos et de réfléchir ensemble à pourquoi est-ce que ça peut faire peur. Donc, première partie du titre, théâtre antique. Oui, il va être abondamment question du théâtre antique. Il va être abondamment question d'auteurs grecs, latins. Vous allez tout connaître sur Échille, Sophocle, Euripide. On va parler de Plaute, on va parler de Terence et des noms exotiques là, que vous avez jamais entendus peut-être de votre vie. Et c'est un peu déroutant parce que ça semble loin de notre culture, de notre horizon intellectuel. Vous allez voir rapidement que dans les faits, c'est pas loin du tout. Dans les faits, ces auteurs, ils sont encore très présents aujourd'hui. D'abord, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'une de leurs pièces soit montée quelque part, au Canada, aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Et tous ceux que j'ai énumérés, là, Échille, Sophocle, Euripide, Terence, Plaute, il y a pas une semaine qui passe sans qu'on les monte encore aujourd'hui. Il va falloir quand même réfléchir à ça, là. 2500 ans d'histoire, et ces gens-là nous parlent encore de choses qui nous interpellent.
Pour vous dire, la dernière pièce que j'ai vue au théâtre, c'est Iphigénie, une adaptation d'une pièce d'Euripide, un auteur du 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'était un auteur portugais, Tiago Rodrigues, qui en a fait une actualisation, une version moderne. Et c'était au théâtre Denise Pelletier et j'ai eu un fun fou. C'était très, très intéressant et très drôle aussi comme actualisation de cette pièce. Je propose d'aller voir à l'hiver 2026 au même théâtre Denise Pelletier la pièce Agamemnon in the Ring, ou Agamemnon en gants de boxe, une espèce de comédie musicale qui reprend un des personnages phares du théâtre antique, Agamemnon, mais version rap, hip-hop, rock, country, name it. Il y a toutes sortes de mélanges là-dedans. Il y a un soundtrack qui est disponible si vous êtes curieux. Vous pouvez aller sur Spotify puis voir, chercher Agamemnon in the Ring. Et vous allez voir, c'est complètement déjanté, complètement éclaté. Il y a des trucs qui ressemblent au Cowboy fringant là-dedans, mais en même temps, il y a des choses punk, funk. Ça va dans tous les sens. Et c'est étonnamment moderne. Et mon propos dans ce cours, ça va être de vous convaincre de ça, de vous convaincre que le théâtre est encore d'actualité, même si on n'y va plus, même si chaque fois que je me rends à une salle de théâtre et que je regarde autour de moi, j'ai l'impression d'être au club de l'âge d'or, OK? Soyons francs, la plupart des gens qui fréquentent les théâtres ont plus de 50 ans. Et ça, ça me frappe à chaque fois. Et ça me désole en même temps parce que il n'y a pas de raison que ce soit ainsi. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas intéresser les jeunes, en dehors de ceux qu'on force à aller voir des pièces au cégep, pour après ça leur imposer des dissertations dessus. Alors, je pense que c'est un art qui a toute sa pertinence et qui survit aujourd'hui à travers des formes étonnantes. C'est-à-dire que il y en a pour croire que le théâtre, c'est un art révolu, c'est un art du passé, qui a plus vraiment d'intérêt, à part historique, peut-être à lire ses textes, curiosité d'historien qui n'est pas partagée par tout le monde. C'est pas tout le monde qui est passionné d'histoire littéraire comme je peux l'être. Et on a l'impression que, voilà, ça n'a pas vraiment d'avenir. Or, ça serait mal comprendre l'histoire du genre et ces avatars modernes que sont le cinéma et la télé. Chaque fois que vous regardez une série télévisée, chaque fois que vous regardez un film, vous êtes en train de regarder une représentation théâtrale, dramatique, d'un texte qui a été composé par un auteur, qui a été mémorisé par des acteurs et qui ont été dirigés par un réalisateur, metteur en scène. Donc, c'est une actualisation à travers un nouveau médium, le cinéma, la télévision, d'un art ancien qui n'a rien perdu, croyez-moi, de sa pertinence. Et même dans les médias sociaux. Vous voyez dans vos fils apparaître toutes sortes de vidéos qui vous interpellent des fois comme étant un peu étranges, décalées, parce que on essaie de vous faire croire qu'une caméra comme ça a capté une scène, et là, il se passe quelque chose d'assez peu vraisemblable. On voit qu'il y a quelque chose dans la façon de s'exprimer des gens d'artificiel, de faux. Et on se rend compte que c'est en fait un sketch, c'est une fabrication. Et des fois, on essaie de vous y faire croire. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut vous faire croire? Pourquoi est-ce qu'on veut atteindre la suspension de l'incrédulité? Pourquoi est-ce qu'on déploie des moyens pour vous persuader que ce qui est présenté est vrai? Alors, il faudra réfléchir là-dessus et réfléchir au sens de ces représentations qui vous interpellent de toutes les manières. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous dire en ouverture. La rencontre d'aujourd'hui sert d'abord à présenter le plan de cours, à répondre à vos interrogations, à vous rassurer quant au format qu'on va adopter. J'espère qu'on va y parvenir à vous rassurer, certainement, et à s'entendre là, sur les modalités, parce que le plan de cours, c'est un contrat. Ce contrat nous lie. Il faut qu'on s'entende sur la pondération, s'il y a des choses qui accrochent, si vous semblez vous trouvez ça injuste comme
comme pondération, vous pouvez très bien vous exprimer, vous pouvez très bien proposer des modulations, et je suis ouvert à la démocratie, hein. On peut très bien voter éventuellement là, pour adopter des changements sur ce plan de cours. Euh, je vais faire défiler des images dans le cadre de nos rencontres. Alors, ça ne sera pas toujours ce fond statique que vous voyez derrière moi. Ça fait partie de ces aménagements que je déploie pour rendre la rencontre stimulante, pour pas que vous vous endormiez si tôt le matin devant un écran. Alors, je vais essayer de vous surprendre des fois en vous amenant ailleurs, en vous sortant de la classe, par exemple, en vous amenant dans un théâtre grec ancien, le théâtre d'Épidore en Grèce. Alors, on se retrouve en ce moment en Grèce. Derrière moi, il y a un théâtre qui a été construit il y a 2600 ans, là. Imaginez-vous, 2500-2600 ans, là, et ça tient encore. Ouais, on l'a retapé un peu, là, vous voyez qu'il y a des pierres qui sont plus récentes, mais quand même, il faut s'imaginer là, qu'il y a 2500 ans, on faisait des spectacles dans cet amphithéâtre naturel, construit vraiment à flanc de colline, parce qu'on est dans les montagnes, et on a voulu profiter de cet auditorium naturel, si vous voulez, qui a des vertus intéressantes, parce qu'il amplifie la voix. Il permet la projection de la voix et du son et il permet de réunir des centaines, des milliers, on va voir des chiffres très, très impressionnants de spectateurs dans les premiers temps du théâtre qui vont venir assister à ces représentations en plein air. Et ce théâtre, il est encore accessible aujourd'hui et on peut y assister à des pièces encore et à des spectacles encore. C'est fabuleux quand on y pense, hein. Un des premiers théâtres qui est encore en fonction après tout ce temps, et dans des dispositions à peu près semblables à celles qui ont été connues par les Grecs anciens. Alors, des fois, je vais vous amener ailleurs. Des fois, on va sortir de la classe et il faut s'imaginer qu'on est devant l'écran simplement, puis je projette des photos. Ça va ressembler à ça. Je vais vous amener voir d'autres théâtres dans d'autres villes. Là, c'est dans un contexte plus moderne. C'est un vieux théâtre, des ruines, en fait. On va utiliser ces arrière-plans, d'une part pour enjoliver un petit peu la présentation, mais aussi pour explorer ensemble l'histoire du théâtre, son évolution, ses dispositifs scéniques et l'architecture de ces théâtres. Parce qu'on construit à cette époque, chez les Grecs comme chez les Romains, des théâtres très, très ambitieux, avec toutes sortes de machines, de- d'espaces réservés, par exemple, aux acteurs, de baraques. Alors, on va apprendre à identifier tous ces éléments qui font partie des théâtres en pierre, des théâtres classiques. On va aussi parfois sortir du cadre du théâtre comme tel, comme on va le faire au prochain cours, pour réfléchir à l'origine des mythes. Parce que le théâtre gréco-latin est fasciné par les mythes anciens. Et on va s'interroger sur le sens de ces mythes. Il faut savoir qu'avant, en littérature, on avait un cours obligatoire à l'UQAC qui s'appelait Mythes anciens. Hélas, on l'a délaissé. Mais mon cours vise un peu à récupérer ces données-là parce que c'est absolument fascinant, la mythologie. Et le théâtre ancien en est tout plein, en parle constamment. On ne peut pas faire l'économie de ça. Et les mythes, on va le découvrir en réfléchissant à ce ciel étoilé. C'est la façon qu'ont trouvé les anciens pour s'expliquer le monde. Ils regardent le ciel et la nature autour et ils n'y comprennent rien. Que sont ces lumières? Euh, Où sont-elles? À quelle distance? Comment fonctionne tout ça, là? Comment fonctionne la voûte étoilée, la lune qui monte et puis qui descend, le soleil qui se lève et qui se couche? Comment fonctionne tout ça? Et pour donner un sens à ce monde, ils ont inventé des histoires. Ils ont inventé des mythes. Et ces mythes sont parfois des histoires complètement fabuleuses, fantastiques, sans qu'une ni tête, mais des fois des tentatives proto-scientifiques d'expliquer le monde, de raisonner le monde, de dire, OK, voilà, ça peut s'expliquer si on dit ça comme ça. Et on va voir que le théâtre poursuit cet effort pour donner un sens au monde. Alors, on va parfois méditer sur ces enjeux-là et sortir du cadre de la classe pour réfléchir à ce que ça a pu être au départ, ce à quoi ça a pu ressembler
le début du théâtre, le début des mythes. Comment on en est venu à écrire ces histoires, à les raconter. Qu'est-ce qui a motivé l'invention de ces récits, de tous ces récits fabuleux. Mais la plupart du temps, on va se retrouver derrière, devant un écran comme celui-là. Alors, ça va être l'écran de mes diapositives, tel que je les projetterai en classe. Si on était en classe en ce moment, Lucac, c'est ça que vous auriez projeté sur l'écran. Moi, je serais devant un bureau, un écran à côté, comme j'ai en ce moment, avec des gens sur Zoom, sans doute, parce que mon cours va toujours rester ouvert à la commodalité. Et je serai là en train de vous présenter mes notes de cours, lesquelles sont très importantes pour les examens. Et vous allez voir que non seulement je vous invite à prendre des notes pendant la présentation, mais je vais m'assurer de rendre disponibles toutes mes présentations, non seulement en version vidéo, j'enregistre le cours en ce moment, je vais enregistrer tous les cours par la suite et je vais les déposer sur une chaîne privée. Mais ensuite, je vais déposer les présentations PowerPoint également sur Moodle. Alors, vous allez pouvoir retrouver facilement les notes de cours, les imprimer si vous voulez, les enregistrer à votre guise, et ça va vous aider à préparer les examens. Vous allez voir, tout à l'heure, on va parler des évaluations. Ça va être important pour vous rassurer de savoir que tout ce que je raconte, finalement, est important, bien sûr, mais ce qui fait l'objet de l'examen, ce sont essentiellement les notes de cours telles que présentées sur les diapositives. Ce sur quoi vous allez être appelé à répondre à des questions, à écrire des développements, ça va être vraiment les notes des diapositives. Donc, vous aurez accès à ces données sur deux formats, vidéo, mais aussi PDF, le PDF de ces PowerPoint qui sont projetés. Alors, vous aurez pour chaque cours un sommaire qui s'affichera en haut, comme ça. Vous avez généralement trois développements parce que les anciens rhéteurs nous disent que c'est la chose à faire, que deux, c'est pas assez, quatre, c'est trop. Donc, on fait un effort pour suivre le canon rhétorique. On va toujours essayer de présenter trois volets. Et vous allez avoir, quand on est rendu au point en question, un soulignement. Alors, si à un moment donné, vous endormez pendant le cours, et je vous comprendrai, là, ça peut être difficile de suivre le matin sur Zoom. Alors, vous vous réveillez tout d'un coup, vous dites, où est-ce qu'on en est là? Ben, vous allez voir le point souligné. Alors, si on est à l'étape de lecture du plan de cours, ça va être souligné en noir ou dans une couleur sombre. Ça va indiquer qu'on est au deuxième point. Et en même temps, c'est pour vous un peu rassurant de voir qu'on progresse et que la fin arrive. Quand on est rendu au troisième point, c'est lui qui est souligné, vous savez qu'on approche de la fin. Alors, vous n'avez pas à vous en faire, le cours va finir sous peu. Et généralement, les parties sont assez équilibrées, ça dure à peu près 45 minutes chacune des parties autour de ça. Ça va ressembler à ça, les diapositives. Bien sûr, là, il y a ma tronche devant. Vous allez dire, c'est un peu gênant parce que, monsieur, vous pourriez vous tasser un peu parce qu'on voudrait voir le théâtre derrière. Et ici, on a le théâtre d'Orange et je gêne un petit peu la vue. Vous en faites pas, je vais faire des efforts des fois pour m'effacer. Alors, je peux m'effacer de cette façon-là et vous laisser contempler le spectacle. Et je peux revenir aussi. Et je peux aussi me réduire. Mais ça, je ne veux pas abuser du procédé parce que ça défait l'illusion. Là, vous avez l'illusion que je suis devant vous et que je vous parle directement. Si je commence à jouer avec ça, ça va briser l'illusion, la magie. Alors, ça, j'abuse pas de ça. Mais oui, je peux me rendre tout petit, je peux me mettre dans un coin très, très facilement. C'est la merveille de Zoom. Alors, présentation du plan cours. Là, normalement, quand il va y avoir des notes, elles vont s'afficher de cette façon. Dans cet espace, vous allez avoir des petits éléments complémentaires. Ici, c'est des icônes. C'est pour bien ancrer ce qu'on est en train de faire. Il y a quelqu'un, un monsieur en cravate, qui vous présente un document. C'est pour bien ancrer que c'est le professeur qui présente le plan de cours. Et vous avez ici le plan de cours. Mon doigt sort du cadre. La magie n'opère pas toujours. Et vous avez le plan de cours qu'on va lire. Mais normalement, de ce côté, vous auriez des notes qui s'afficheraient, des dates. Quand je parle d'un auteur, vous allez avoir son portrait.
Vous allez avoir les dates de naissance, de mort. Je vais afficher les titres, je vais afficher des points d'observation, des idées, des suggestions de toutes sortes là, autour de ces auteurs, de ces textes. Ça représente finalement les notes de cours, ce que j'aurais écrit normalement sur le tableau. J'écris pas très bien, alors c'est une bénédiction pour vous que vous ayez ça formaté proprement euh, à votre écran. Alors là, c'est un petit peu tristounet cette semaine parce que j'ai pas déployé le grand jeu. J'en garde pour la semaine prochaine, mais il s'agit simplement de présenter le plan de cours. Alors tout ce qu'on va faire, c'est ouvrir le plan de cours ensemble puis faire ce qu'on ferait normalement en classe. Normalement en classe, j'aurais distribué le plan de cours en vous rappelant qu'il est disponible sur Moodle, que vous pouvez le télécharger. Si vous n'avez pas accès à Moodle, n'hésitez pas à me le signaler. On va s'arranger pour que ce soit possible parce que je communique beaucoup à travers Moodle. J'envoie des annonces comme celles que vous avez sans doute reçues puisque vous êtes là. Et c'est un lieu d'échange important pour moi. C'est là que vous déposez vos devoirs, quand il y a des devoirs à remettre, c'est là que vous pouvez poser des questions aussi éventuellement. Je vous encourage vraiment à y aller. Mais on va quand même procéder à la lecture de ce plan de cours dont je disais tout à l'heure qu'il s'agit d'un contrat. Là, je vais déplacer un petit peu mon écran pour m'assurer de ne pas regarder du mauvais côté. Ça aussi, ça nuit à l'illusion. Alors, vous avez la table des matières, plan de cours, vue synoptique du cours. On va passer à travers tout ça. C'est un peu fastidieux, mais c'est un exercice nécessaire. Euh, Vous avez ici une vue synoptique du cours. On nous demande là, dans les plans de cours d'essayer de donner un aperçu le plus précis possible rapidement de ce à quoi va ressembler le cours. Ça vous rassure ou ça vous tourmente, je sais pas, je ne sais trop, mais vous avez tout de suite les évaluations qui sont indiquées, les dates, vous avez l'examen annoncé à la toute fin. Et on vous détaille les objectifs. On vous dit d'abord que ce cours vise à acquérir une connaissance approfondie du théâtre antique. C'est vrai qu'au terme du présent trimestre, vous allez être tout à fait féru d'Antiquité, des spécialistes sans doute, même parce qu'on va beaucoup en parler. Mais pas seulement. Il va être question aussi de l'époque moderne et de l'époque classique, au sens où on l'entend là en France, c'est-à-dire le 17e, 18e siècle. Les contenus abordés, ça va être l'étude des dispositifs scéniques. Dans les prochaines semaines, on va parler de la matérialité du théâtre aussi. On va parler des scènes, des décors, on va parler de qu'est-ce qu'il y avait comme accessoires disponibles aux comédiens. Les masques étaient très usités. On va parler de tout ça. On va parler des principaux motifs des textes, des personnages clés et de leur avatar moderne, parce qu'on sait que ces pièces nous parlent encore aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure que on représente des adaptations encore et toujours. J'évoquais Agamemnon in the Ring. Alors, on va voir Agamemnon l'original, celui de Échille, mettons, et on va voir comment il est transformé à travers l'histoire, comment il devient d'un film à l'autre, d'une pièce à l'autre, d'une représentation à l'autre, un personnage tout à fait différent. C'est ce que j'entends par avatar, les imitations, les actualisations modernes. Les stratégies d'apprentissage, en particulier pour cet objectif, ça va être la lecture et le commentaire des textes fondateurs de la civilisation gréco-romaine. Vous allez devoir lire et lire beaucoup. Heureusement, vous allez voir que dans le calendrier, on vous dit qu'est-ce qui doit être lu et quand. Un peu plus tard, vous allez voir, là, il y a tout de suite les textes qui sont annoncés. Il n'y aura pas de surprise, vous ne serez pas pris de court. Quand je vais aborder Échille, vous l'aurez déjà entrepris. Quand je vais être rendu à Sophocle, vous saurez de qui il s'agit parce que vous êtes en train de le lire. De même pour Euripide et les autres. Donc ça va faciliter beaucoup, je pense, la compréhension. Et on va les commenter. Je vais les commenter, mais je vais vous inviter aussi à les commenter. Je vais vous demander qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que ça vous a laissé de marbre? Est-ce que vous avez compris? Parce que des fois, il y a une difficulté de compréhension. Ces textes ne sont pas toujours faciles d'accès pour toutes sortes de raisons, et notamment la langue, mais aussi la distance dans la culture, dans l'histoire. Il faut faire un effort pour les appréhender, un effort conséquent. Mais comme je le dis souvent, c'est comme aller au gym, hein. Si vous faites un entraînement avec des poids légers,
vous n'allez pas avoir beaucoup de bénéfices. Par contre, si vous prenez des points un peu plus lourds, comme ces textes anciens, et que vous vous exercez à fond, ben là, vous allez développer des muscles assez puissants et efficaces. Alors, c'est des textes qui servent à ça, à exercer notre capacité de lecture, à faire de nous de meilleurs lecteurs. Une fois qu'on est capable de lire ces textes-là, on est capable de lire à peu près n'importe quoi, et même des textes théoriques. Donc, ça sert à développer vos compétences langagières, expressives, mais aussi ça vous sert d'inspiration parce que, je ne l'ai pas dit encore, mais il y a dans ce cours un volet création important. En fait, j'aime penser à ce cours comme un cours de création là, qui viendrait à la suite de création littéraire 1, poétique et rhétorique, qui pour moi est création littéraire 2. Avant, il y avait ça dans le programme création littéraire 2, ça a sauté, c'est vraiment malheureux, mais je l'ai remplacé un petit peu par poétique et rhétorique. Et pour moi, ce cours de théâtre, c'est comme création littéraire 3, parce que il y a cette dimension création qui est très forte, très importante, où là, on va s'essayer à créer, mais du théâtre. Mais du théâtre, pas de n'importe quelle manière, du théâtre inspiré par ces motifs anciens qu'il nous faut d'abord explorer, qu'il faut d'abord apprivoiser. Ça va mener ça à un examen de culture parce qu'on va apprendre toutes sortes de choses, toute une nomenclature, toutes sortes de mots nouveaux, parfois un peu abscons, grecs ou latins. Et vous allez être interrogé là-dessus dans le cadre d'un examen de culture qui interviendra le 22 octobre. Alors, ça va être important d'avoir sous les yeux les PowerPoint, en fait, pour étudier à tout le moins. Et ça ne sera pas un examen avec accès aux notes, mais vous aurez l'occasion de revoir les cours, vous aurez l'occasion de relire les PowerPoint pour bien vous préparer pour cet examen. Et si vous faites l'effort de simplement relire, vous n'avez même pas besoin de revisionner les cours, vous allez être capable de réussir facilement cet examen sans discuter. Deuxième objectif, apprécier l'influence du théâtre antique. Parce qu'on mesure mal aujourd'hui à quel point c'est encore omniprésent dans notre culture. On n'a pas idée, en fait. Avant d'avoir entendu parler de ça, avant d'étudier ce théâtre, on ne sait pas à quel point il est déterminant encore. On ne comprend pas un Christopher Nolan, par exemple, de choisir comme prochain film. Christopher Nolan qui a fait Batman, là, qui a fait euh, Interstellar, par exemple, qui a fait le film sur la bombe atomique, là, Oppenheimer récemment. Son prochain film, mes chers amis, c'est l'Odyssée d'Homère. Alors, qu'est-ce qui peut bien motiver Christopher Nolan à aller chercher du côté des textes les plus anciens, les plus reculés de l'inspiration? Qu'est-ce qui fait que ça lui semble encore pertinent et qui pense pouvoir intéresser le public? Est-ce que c'est parti pour être un flop, un truc comme ça, à une époque où on s'intéresse plus vraiment aux choses anciennes? Ou, s'agissant de Christopher Nolan, d'un génie qui réussit tout ce qui touche, ça va être un nouveau succès. Je suis un peu inquiet pour le casting. On pense à Zendaya, on pense, j'ai rien contre elle, je la trouve sublime, mais on pense surtout à son chum, Tom Holland, pour jouer Ulysse. Alors, là, il va falloir se mettre dans la tête, Spider-Man, c'est Ulysse. Ça va pas de soi. Mais on verra. Il faut lui faire confiance. C'est un très bon réalisateur. Mais c'est pour vous dire, c'est pas une pièce de théâtre, l'Odyssée, là, mais ça a quand même inspiré abondamment les dramaturges. On a raconté ces histoires-là pendant des milliers d'années et on voit c'est encore intéressant aujourd'hui. Et pas seulement pour l'élite, là. Je vous prédis que le public va être au rendez-vous, je suis certain. Alors, apprécier l'influence du théâtre antique. Quelle incidence ces corpus ont pu avoir sur ceux du Moyen Âge, de la première modernité, de l'époque contemporaine? Alors, quand on parle de la première modernité, on parle de la Renaissance jusqu'à la fin du 18e siècle, jusqu'à la Révolution française. C'est ça on entend par première modernité. Alors, avant, on disait ancien régime, mais c'est un peu équivoque, cette expression. On préfère aujourd'hui la première modernité, et on distingue ça, cette première modernité, de l'extrême modernité, l'extrême modernité étant la période contemporaine, ici maintenant, là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au 21e siècle? Qu'est-ce que on fait avec ces pièces? Quelle récupération on en fait? Et les stratégies d'apprentissage vont tourner autour de la mise en résonance des corpus et analyse des principales adaptations. Alors, il y aura parfois visionnement de films.
Par exemple, il y a Antigone de Sophocle qui s'est vu récupéré dans un très beau film de Sophie Dérap. Vous l'avez peut-être vu, je vous le souhaite d'une certaine manière, sinon c'est pas plus mal, on va le regarder ensemble. C'est un film d'une modernité hallucinante qui nous fait verser des larmes à coup sûr, c'est bouleversant et ça devrait vous convaincre de la pertinence de ce théâtre. Juste ce film-là vous montre que c'est encore pertinent. Je pense qu'on peut s'arrêter à ce seul exemple-là et c'est déjà très, très convaincant. Alors, on va mettre en résonance les corpus, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été écrit dans l'Antiquité, qu'est-ce qui a été écrit par la suite au Moyen Âge, à la Renaissance, qu'est-ce qu'on a fait de ces personnages, qu'est-ce qu'elle devient Iphigénie d'un auteur à l'autre, d'une époque à l'autre, Agamemnon, Clytemnestre, Oreste, tous ces noms extravagants, qu'est-ce qu'on en a fait? Et parfois, ils s'appellent pas Agamemnon, parfois ils s'appellent pas Iphigénie, parfois ils s'appellent pas Oedipe, parfois on leur donne un autre nom. Comme par exemple dans le fabuleux film de Denis Villeneuve, qui reprend le mythe d'Oedipe et qui s'intitule Incendie. Alors, sur le coup, on ne comprend pas que c'est l'histoire d'Oedipe qui nous est racontée. Et cet élément-là ne nous est pas donné. Le film ne nous dit pas, ouais, cette histoire est à propos du mythe d'Oedipe. Mais quand on y pense un peu, on comprend. Et c'est transparent en fin de compte, là. Alors, on va voir comment il y a encore beaucoup de résonance de ces histoires aujourd'hui. Ça va mener ça à l'écriture d'un pastiche à remettre le 26 novembre. Alors, c'est quoi un pastiche? C'est une imitation du style d'un auteur ou d'une manière de faire, de, 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 euh, de- de- d'imiter un genre, une pièce, un poème, à la manière des anciens, par exemple. On peut imaginer un pastiche qui n'est pas nécessairement le pastiche, un pastiche d'un auteur en particulier, mais une manière de faire d'autrefois. Et on va veiller à distinguer différents types de pastiches, mais vous aurez à écrire, vous, votre propre adaptation moderne, transposition d'un texte ancien. Alors, vous allez partir un mythe, c'est-à-dire une histoire puisée dans la mythologie, et pas forcément toujours dans le théâtre, c'est-à-dire que ça pourrait être un pastiche d'Euripide que vous entreprenez de faire, mais pas forcément non plus. Ça pourrait être simplement un mythe que vous avez découvert, qui vous intéresse et que vous voulez explorer plus avant. Et vous allez entreprendre d'en rendre compte de ce mythe à travers une pièce, euh, à l'imitation un petit peu de ce que faisaient les anciens, mais actualisée dans un contexte moderne, contemporain. Alors, ça peut être Iphigénie à Saguenay, là, tu sais, au lieu de Iphigénie en Aolis, pourquoi pas Iphigénie à Saguenay, Iphigénie à Jonquière, plutôt que Iphigénie à la sauce d'Euripide. Alors, tout est possible et on va voir des exemples de ça qui vont nous allumer un peu les neurones parce que il y a toutes sortes de choses qui se passent là, en ce moment. Agamemnon en In the Ring, c'est vraiment fabuleux comme proposition. Allez voir les vidéos. Il y a des vidéos sur YouTube qui montrent à quoi ça va ressembler parce que ça a déjà été présenté en 2023 notamment. Je pense que c'est une nouvelle production, mais c'est fabuleux ce qu'ils ont fait là et ça devrait vous inspirer. Alors ça va être un pan important de la session. Quand je disais qu'il y avait un volet création considérable, là, ça va être ça, le volet création. Un texte qui va être en fait une série de scènes, de petites scènes de théâtre. Ça peut être une seule scène des fois, parce que des fois, une scène peut s'étendre en longueur. Et ce texte, il va faire à peu près une dizaine de pages. Ça va être un texte important, là, 10, 12 pages. Et certains vont peut-être aller plus loin encore parce qu'ils ils vont être inspirés puis ils ne pourront pas se retenir. Puis je ne veux pas contenir votre inspiration, là. Mais vous n'êtes pas obligé de faire 12 pages, tout le monde. Il y en a qui vont s'arrêter à 6, 7, puis ils ne sauront plus quoi dire. Puis c'est correct. On n'est pas tous des écrivains nés, mais on va s'essayer. Et pourquoi on fait ça? Pas parce que je veux vous forcer à devenir des écrivains, des dramaturges, parce que c'est la meilleure façon de comprendre dans ses tripes comment ça fonctionne le théâtre, comment ça marche. C'est pour moi un moyen pédagogique de vous faire assimiler la matière plus sûrement que si je vous faisais rédiger une dissertation. Je l'ai fait par le passé et je vais le faire encore. J'exclus pas d'y revenir dans le cadre de ce cours. Là, pour l'instant, j'ai un peu écarté les dissertations et je vais vous dire pourquoi. J'ai écarté les dissertations because ChatGPT.
Parce que quand je vous demande de faire une dissertation chez vous, maintenant, je sais que vous allez tous et toutes aller du côté de l'intelligence artificielle pour lui faire écrire votre introduction, lui faire écrire un développement, une conclusion, quelque chose. Je sais que vous allez le faire. Il y a des gens qui vont jurer ne jamais toucher à ça, mais les statistiques montrent que 90% des étudiants s'en servent dans leurs travaux. Alors, je veux pas corriger ChatGPT. Je veux pas avoir des dissertations qui vont me remâcher des lieux communs que à peu près tous les IA nous servent, hein. Si vous interrogez Gemini et Copilot, de toute façon, Copilot est basé sur ChatGPT, vous allez avoir à peu près les mêmes clichés, les mêmes propos, et on les reconnaît. Et on les reconnaît. Quand dans une classe, plusieurs personnes utilisent l'intelligence artificielle pour générer une introduction, les introductions vont être formatées de la même manière et vont reprendre les mêmes lieux communs, de sorte que ça devient éminemment reconnaissable. Et là, ça induit une tension épouvantable parce que je me rends compte que vous avez triché, ça me vexe et je suis obligé de sévir. Je suis obligé de dire, ah, attention, là, il y a un règlement qui interdit ça et je suis obligé de vous coller un zéro. C'est pour moi, en ce moment, une tension insupportable, là. J'ai pas trouvé encore la solution confortable pour intégrer l'intelligence artificielle à l'écriture des dissertations. J'ai essayé par le passé d'encourager les gens à ne pas y toucher et je pensais que ça marcherait, mais on m'a servi des dissertations éminemment rédigées avec assistance et j'ai pas trouvé encore l'équilibre, la formule pédagogique pour rendre ça pertinent. Euh, Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est contraire à vos intérêts. C'est super ce que fait l'intelligence artificielle, puis il ne faut pas cracher là-dessus, il y a des choses extraordinaires. Mais rédiger ses travaux avec ça, c'est se priver de cette occasion de développer vos moyens d'expression, de faire de vous un chercheur compétent, un rédacteur compétent. Vous allez galérer toute votre vie à écrire des choses et les courriels les plus simples si vous vous en remettez toujours à l'intelligence artificielle. Il faut absolument vous défaire de cette dépendance si elle n'est pas encore bien ancrée en vous. Et il faut apprendre à s'en servir intelligemment. Pour aller chercher des informations ponctuellement, oui, c'est brillant, c'est utile, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais pour faire le travail à votre place, là, c'est problématique. Et c'est pour ça que les examens auront lieu en classe. Et c'est pour ça que j'ai remplacé les dissertations par des rédactions en classe. Ça ne sera pas des dissertations, parce qu'il n'est pas question de faire écrire une dissertation en 3 heures, ça sera un marathon épouvantable, et je veux vous ménager, mais je suis forcé, pour m'ajuster à ce phénomène de l'intelligence artificielle qu'on contrôle mal encore, je suis forcé de trouver des aménagements pour vous forcer, à votre tour, à développer vos capacités d'écriture, d'expression, d'explication, de commentaires, travailler la grammaire, la syntaxe, l'orthographe. Euh, alors, c'est pas idéal, c'est pas ce que j'aurais souhaité, mais si vous devez cheminer plus longtemps dans vos études et vous devez un jour écrire un mémoire de maîtrise, une thèse de doctorat, vous serez reconnaissant de ces occasions où vous aurez eu à écrire, et même sous pression parce que ça va vous être utile. Ces compétences-là vont vous accompagner toute votre vie. Euh, Troisième objectif, reconnaître les traits génériques. Qu'est-ce qui distingue tragédie et tragicomédie? On va utiliser parfois une expression et puis l'autre. Qu'est-ce que c'est une tragicomédie? Est-ce que c'est une tragédie où on rit? Ben, je vous le donne en mille. Non, c'est une tragédie qui finit bien, en fait. C'est tout simplement ça. Et c'est un genre particulier qui se développe notamment en France à l'époque classique. Drame bourgeois. Qu'est-ce que c'est un drame bourgeois? Farce, vaudeville, comédie. Alors, on va essayer de distinguer chacune de ces espèces. On va procéder à l'étude comparée de l'évolution des formes et des enjeux esthétiques. On va se demander qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment donné, elle sort du drame bourgeois et comment est-ce que ça verse au vaudeville. Vaudeville qui est une forme comique complètement déjantée, qui est encore en usage aujourd'hui. Si vous allez au théâtre d'été, il y a beaucoup de nos pièces en théâtre d'été qui relèvent du vaudeville. C'est la grosse farce, parfois grivoise, parfois très sophistiquée aussi, là, mais qui fait rire à gros éclats, vraiment sans prétention aucune là, de nous instruire. C'est vraiment que pour le divertissement.
Alors, il y aura des discussions. Je vais vous inviter à un moment donné, quand vous serez plus à l'aise, à ouvrir vos micros. Quand je serai en classe avec vous, on pourra faire des tables rondes et parler de vive voix. Ça va être la façon d'assimiler ces données, reconnaître les traits génériques. Je vais vous présenter des textes, je vais vous dire, d'après vous, ça relève de quoi ça? Est-ce que ça relève de la comédie? Est-ce que ça relève du drame? Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que dans ce texte, des éléments trahissent son appartenance à un genre en particulier? On va vouloir se familiariser aussi avec les principales approches théoriques, c'est le quatrième objectif. Parce que c'est important de réfléchir au théâtre dans un cadre pragmatique, concret, théoriquement. Ça nous permet de développer aussi nos compétences à cet égard, parce que si vous faites un jour une maîtrise ou un doctorat, il va falloir appréhender votre corpus dans une perspective théorique. Donc, il faut se familiariser avec ces différentes approches. Comment approcher ces corpus avec les outils de l'histoire? La théorie des genres, de la rhétorique, de la stylistique, de la sémiotique. On va parler brièvement de tout ça. Il n'est pas question de refaire le cours de M. Xanthos. De toute façon, personne ne peut le faire comme lui. Mais on va comprendre qu'il y a des éléments sémiotiques tout à fait intéressants pour approcher le texte et en sortir vraiment la substantifique moelle. Assimilation des notions et du vocabulaire technique pour le développement du commentaire analytique. Alors, on va appeler un chat un chat. Quand on parle tel élément scénique, on va utiliser le terme juste. On va pas faire comme dans certaines dissertations, parler du roman d'Euripide. Alors, dans son roman, l'auteur, non, Euripide n'a pas écrit de roman. Euripide a écrit des pièces de théâtre. Vous allez trouver ça grossier, mais ça arrive encore, et même à l'université, que des gens confondent livre, roman et pièce de théâtre, comme si c'était une seule et même chose, là. Un roman, ben, c'est un livre, puis un livre, ben, ça peut être une pièce aussi de théâtre. Alors, dans son livre, Euripide, non, on dit pas ça, dans sa pièce, Euripide, dans cette scène, Euripide. Alors, on va utiliser le bon vocabulaire on va travailler à développer ces compétences-là aussi. Et ça va être évalué à travers l'examen de synthèse qui interviendra à la fin du cours le 10 décembre. Alors, évaluation finale du cours, examen de synthèse portant sur l'ensemble du cours, je me tasse un peu, ça va compter pour 30% et ça intervient donc à la toute fin de la session. Euh, Présentation de la personne enseignante. C'est dans le protocole du cours qui nous est demandé de dire quelques mots de nous. J'en ai dit déjà pas mal. Vous me connaissez pour certains, d'autres me découvrent aujourd'hui pour la première fois. Je vous dis que je suis professeur donc à l'Université d'enseignement en études littéraires de l'UQAC, où j'enseigne l'histoire littéraire, la création et la rhétorique. Alors, dans cet ordre, je suis d'abord et avant tout un prof d'histoire littéraire. J'ai été formé pour donner des cours d'histoire littéraire. Donc, je suis dans mon domaine. Quand je donne un cours de théâtre antique, là, c'est ce qui me passionne, parler d'histoire, explorer à travers le temps l'évolution des genres, des formes. C'est vraiment ce pourquoi j'ai étudié, c'est ce qui me fait vibrer. Ensuite, la création. J'enseigne le théâtre et la création depuis le tout début de ma carrière. Les deux premiers cours que j'ai donnés, c'était théâtre antique et création littéraire à l'hiver 2022, si mon compte est bon. Et j'ai une passion égale pour les deux. J'accompagne aussi des étudiants en création littéraire pour des projets et à la maîtrise et au doctorat. Et c'est vraiment pour moi là, un privilège extraordinaire. J'ai eu la chance d'accompagner des écrivains qui aujourd'hui là font tabac, comme euh, Marie-André Gill, Jean-François Caron, euh, Paul, le nom m'échappe, l'auteur de Ténèbres, Paul Kazak, oui, Paul Kazak qui vient de publier son second roman. Alors, ce sont des auteurs qui sont passés sur les mêmes bancs d'école que vous, là. Ils sont passés dans nos classes à l'UQAC. Et il y en a des dizaines comme ça, là. Récemment encore, Joël Martel vient de publier son deuxième roman. Joël Martel, il était dans mon premier cours à vie à l'UQAC. C'était un étudiant de ce cours de théâtre antique et son héritage moderne et il était aussi dans le cours de création littéraire. Alors, vous voyez, ça, c'est vous dans quelques années, là. Vous allez à votre tour, peut-être, pour certains d'entre vous, écrire des pièces, écrire des romans et publier, mettre à profit les connaissances acquises dans le cadre de ces cours. Ça sert à ça,
la formation en études littéraires. Je donne aussi des cours de rhétorique, qui sont en fait des cours de création, mais dans un cadre très, très particulier. Si vous n'avez pas encore fait plutôt poétique et rhétorique, et que vous le voyez passer dans les prochains trimestres, je vous invite à vous y inscrire. C'est extrêmement profitable. Et là aussi, il y a un volet création important. Euh, Mes travaux portent principalement sur l'épistolographie humaniste. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire les lettres. C'est un genre très important, les lettres, et surtout les lettres familières, les lettres qu'on écrit à ses proches, à ses amis, à sa famille. Et ça va devenir, autour de la Renaissance, une façon de se donner à connaître, parce qu'il existe à cette époque un tabou de soi qui fait que c'est très mal vu de parler de soi. Et comment on va faire pour déjouer ce tabou? On va publier ces lettres. Et à travers ça, ça va être l'occasion de se donner à connaître, de faire un peu son autobiographie. Alors, j'ai écrit là-dessus un livre qui a été publié à Paris, chez Champion en 2003, et réédité, je suis très content, réimprimé en 2024 chez un autre éditeur, cette fois chez Garnier, dans la collection classique Garnier. Je me suis aussi intéressé aux rumeurs et propagandes au temps des Valois. C'est un autre bouquin publié chez Hermann en 2017, celui-là, aux voix autochtones dans les écrits de la Nouvelle-France, parce que j'ai été titulaire d'une chaire de recherche sur la parole autochtone. Je m'intéresse beaucoup à la question de l'éloquence des Autochtones. Vous savez, les premiers missionnaires, quand ils sont arrivés en Nouvelle-France, ont été absolument fascinés par le rapport qu'avaient les indigènes, les Autochtones, à la parole. Ils avaient une éloquence née. C'était des grands orateurs. Et pourtant, ils n'avaient pas lu Aristote. Ils n'avaient pas lu Cicéron. Ils n'avaient même pas fréquenté l'école. Ils ne savaient pas écrire. Ils ne savaient pas lire. Mais ils faisaient rougir d'envie les pères missionnaires parce que c'était des orateurs nés. Alors, j'ai fait tout un projet de recherche qui visait à mettre en lumière ce phénomène, qui est encore sensible aujourd'hui, hein. Si vous avez déjà entendu des aînés prendre la parole dans des assemblées, que ce soit dans la langue qui est la leur ou dans la nôtre, ils ont un don pour l'éloquence absolument fabuleux. J'ai aussi publié sur les représentations de soi à la Renaissance. Alors, ça, c'est les livres, il y a des articles aussi, mais c'est pour vous montrer un peu mes champs d'intérêt, pour vous montrer qu'est-ce qui me préoccupe surtout. Alors, ça vous donne un aperçu. Identification du cours, c'est les programmes dans lesquels se trouve ce cours. Vous allez le retrouver dans le certificat en création littéraire. Il y en a qui, parmi vous, sont dans ce cadre du certificat. D'autres sont au baccalauréat avec majeur en études littéraires françaises. Ils sont plus rares, ceux-là. C'est un programme qui est un peu archaïque et en voie d'être remplacé. Et la plupart sont au baccalauréat en études littéraires françaises. Il y a quelquefois des gens qui nous proviennent du programme court de premier cycle en études littéraires françaises, en études littéraires pour étudiants en séjour d'études. Ce sont souvent des étudiants français donc qui débarquent pour un trimestre, voire une année, et qui vont vouloir aller chercher des éléments d'information sur le théâtre, mais souvent ils vont vouloir euh, toucher à la création, ils vont vouloir aussi s'intéresser à la culture québécoise. Donc, il y a un volet spécifiquement littérature québécoise là, dans ces programmes courts. Description du cours. Ce cours se veut une introduction à la naissance du théâtre occidental et une présentation de l'histoire de la tragédie, la comédie, jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, de manière à mieux en apprécier l'influence sur les périodes subséquentes. Donc, on va vraiment remonter au déluge. On va remonter là, et ça va être la question qui va nous occuper la semaine prochaine, euh, qui a pensé la première fois à, à- à faire du théâtre, à faire une représentation théâtrale. Comment est-ce que s'est développé ce goût du théâtre, cette idée du théâtre, et pas seulement en Grèce antique, partout dans le monde, là. Comment est-ce que ça se fait que des cultures qui n'ont même pas communiqué les unes avec les autres ont toutes développé à peu près simultanément un rapport à la représentation théâtrale, dramatique, là. On a des témoignages de ça là, dans toutes les cultures chinoises, aztèques, mayas, incas. On sait qu'il y avait des représentations théâtrales. Chez les Égyptiens aussi, des cahiers de mise en scène, des textes qui nous sont parvenus. Qu'est-ce qui a fait que tout le monde a eu la même idée? Et pourquoi? À quoi ça rime? Pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre? Pourquoi est-ce qu'on se donne en représentation? Pourquoi est-ce qu'on choisit de raconter des histoires de cette façon-là? On va réfléchir à ça. Et on va présenter les différents textes, les textes majeurs, mais aussi les comédies, hein, pas seulement les tragédies.
qui vont marquer pour longtemps l'histoire de la littérature. On va parler de la naissance du théâtre grec dans ses principaux genres, tragédie, drame, satirique, dithyrambe et comédie. On va parler des conditions matérielles dans lesquelles ces représentations étaient données. On va parler du dispositif scénique, de ces éléments, des noms donnés à chacune des parties. Alors, il y a le proscenium qui devient le proscenium chez les Latins. Alors, à quoi ça renvoie, à quoi ça réfère exactement? Triclinium, des noms comme ça là, qui vont vous sortir par les oreilles lorsque vous serez en train d'étudier pour le test de culture. Présentation de l'œuvre des grands tragiques. On va parler tour à tour d'Échille, d'Euripide, de Sophocle, dans l'ordre, parce que ils ont vécu un à la suite de l'autre. Sénèque et de quelques comiques grecs et latins, Aristophane, Ménandre, Terence, Plaute. Et on va voir que ces auteurs s'inspirent les uns des autres. Ils sont parfois contemporains, ils sont parfois des rivaux dans des concours d'art dramatique. Et c'est de bonne guerre, là. Ils s'échangent des prix. Tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre qui l'emporte. Et on va voir à quoi ça pouvait ressembler. On va parler des particularités des genres tragiques et comiques. Qu'est-ce qui fait qu'une pièce est tragique? Ben, c'est grave, c'est triste, on pleure à la fin, ça finit mal. Et qu'est-ce qui fait une pièce est comique? On rit, mais pas seulement, hein, parce que en fait, il y a des pièces comiques qui sont pas si drôles que ça. Prenez Le Misanthrope de Molière, on se roule pas par terre. Mais ça finit bien, une pièce comique au départ. On va voir que c'est un des critères de définition, une fin heureuse en fin de compte, là, et que le rire n'est pas toujours requis. On va réfléchir à l'influence de ces textes sur le théâtre français du XVIIe siècle. Corneille, Racine, Molière se sont tous copieusement inspirés de ces auteurs anciens. Aristophane, Ménandre, Théance, Plaute, ils ont plagié littéralement et sans vergogne parce que c'était une époque qui le permettait. Le plagiat n'existait pas encore comme concept. C'est un concept qui intervient au 19e siècle. C'est une invention tardive et c'est lié à la bourgeoisie et à l'essor du concept de propriété intellectuelle, mais ça n'existe pas à l'époque classique. Chez Molière, chez Racine, chez Corneille, il est tout à fait loisible, souhaitable et encouragé d'aller puiser dans le trésor des pièces du passé et de les reproduire avec une proximité qui relève presque de la copie parfois. Euh, on va parler d'autres dramaturges aussi. On va évoquer l'incontournable Shakespeare. On ne peut pas en faire l'économie. Calderon aussi, des auteurs espagnols, italiens éventuellement. Et aussi des petits morceaux d'opéra. On va agrémenter les présentations par des petits bouts de musique. Des fois, je vais vous faire entendre des clips. Je vais vous faire regarder des vidéos. On va regarder des vidéos sur YouTube, un petit extrait d'un opéra, un petit extrait d'une pièce, une mise en scène moderne d'une pièce antique. Je vais utiliser beaucoup le multimédia pour vous garder éveillé. Formule pédagogique, l'analyse des œuvres se fera dans un ordre chronologique. On y va vraiment dans l'ordre. On commence par l'Antiquité la plus haute et puis on remonte vers aujourd'hui. Et on étudie les personnages mythiques qui sont les héros en fait de ces pièces. Alors c'est pas un luxe, c'est absolument essentiel, c'est incontournable. On ne peut pas faire l'économie de parler d'Œdipe et de son histoire et de son mythe. On ne peut pas faire l'économie de Médée, d'Iphigénie, de Phèdre, parce que ce sont les héros et héroïnes des pièces d'Échille, d'Euripide, de Sophocle. Et on va voir comment chacun de ces héros, de ces héroïnes, évolue d'un dramaturge à l'autre, parce qu'on les revoit. On revoit Agamemnon depuis Échille jusqu'à Euripide. On revoit les membres de la famille d'Œdipe chez Sophocle et chez Euripide. Et aussi, on les voit chez Échille. Donc, ils sont chaque fois les mêmes et pas exactement, et pas tout à fait. Il y a des différences. Et pourquoi ils sont différents? Et qu'est-ce qu'on a cherché à dire à travers ces différences? Et vous allez voir, ces personnages-là, vous allez tomber amoureux d'eux. Tôt ou tard, il y en a un qui va vous interpeller au premier chef. Il y en a pour qui c'est Oedipe, il y en a pour qui c'est Médée, il y en a pour qui c'est Iphigénie. Moi, ma copine a consacré son mémoire de maîtrise à Iphigénie. C'est avec elle que je suis allé voir Iphigénie au théâtre Denise Pelletier récemment.
Et c'est resté pour elle un personnage phare. Vraiment, dans son rapport au théâtre, là, c'est son personnage fétiche, qui a été actualisé de 36 manières différentes par autant d'auteurs. On a chacun, à chaque fois, un plaisir de voir comment euh, on renouvelle ce personnage à travers les différentes actualisations. Alors, on va voir leur évolution d'un dramaturge à l'autre. Les activités d'enseignement et d'apprentissage vont consister d'abord en exposés magistraux, ce que je suis en train de faire. C'est moi qui parle pour l'essentiel, mais vous avez le droit n'importe quand de m'interrompre. Vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez lever la main. J'ai devant moi un bandeau où je vois vos charmants visages. Je vous suis reconnaissant d'avoir gardé vos caméras allumées. Je le disais tantôt avant que tout le monde soit arrivé, ça me vexe pas si des fois vous voulez fermer un peu votre caméra pour respirer un moment. Je sais que ça peut devenir fastidieux garder la caméra ouverte, se sentir en représentation, se sentir vu, regardé. Je sais qu'en même temps, on vous dit que c'est la chose courtoise à faire, mais moi, ça ne vexe pas. Si vous avez besoin, à un moment donné, de fermer votre caméra, vous pouvez le faire. Je suis pas fâché, je serai pas offusqué. Mais je suis content de vous voir aussi. Je suis content quand vous revenez après être allé chercher un café, après, je sais pas, moi, une petite bouchée, vous revenez et vous manifestez votre présence. Alors, ça me fait plaisir. Et c'est une façon pour moi de vous voir aussi rapidement si vous avez une question à poser. Des fois, je vois pas les mains, mais je vais voir le visage s'animer. Je vois que ça bouge, puis je vais être interpellé plus facilement. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre dans le cours de la présentation. Vous pouvez ouvrir votre micro si je vous ai pas vu et dire, Monsieur Vaillancourt, j'ai une question. Et je vais m'interrompre très volontiers. Je serai pas vexé. Donc, exposés magistraux, mais qui vont de plus en plus inviter à l'échange. Idéalement, moi, je voudrais qu'on dialogue ensemble. Je voudrais que ce cours soit l'occasion d'échanges, de tables rondes, de retour sur vos expériences de lecture, où Émy, Jean-Gabriel, Laurence, vous avez lu Agamemnon d'Échille et vous me dites, ben voilà ce que j'en ai pensé. Moi, ça m'a bouleversé parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un truc vraiment aride. Finalement, c'est de la poésie. C'est de la poésie, c'est vraiment sublime comme rapport au langage et selon les traductions, c'est effectivement très fort. Il y a une question. Alors, Teresa, je vous entends pas, le micro semble pas fonctionner. Allô? Oui, là, je vous entends. Oui. Je devance un peu, là, on est en ligne, puis ça marche bien. On s'entend tous, mais quand vous allez aller en présence, moi, je serai toujours en ligne. Et est-ce qu'il y aura des micros pour la salle? Oui, dans les salles de classe maintenant, il y a des micros partout et on OK. peut changer les perspectives de caméra et je joue beaucoup avec ça, là. Je OK. m'assure vraiment d'un suivi technique là, très rigoureux. Quand une question est posée en classe, je change de caméra pour que vous puissiez voir qui pose la question et je change aussi de micro pour que vous entendiez la question. Ah, c'est ça, Alors, j'ai le micro qui est pour comprendre la question puis le commentaire des gens pour pouvoir intervenir par la suite aussi. ben oui, c'est très important. Puis Yes. c'est arrivé souvent que des étudiants soient un peu largués là, parce que vous êtes en ligne et vous entendez pas ce qui se dit en classe. Et c'est pas une expérience très satisfaisante là. Vous avez l'impression d'être des étudiants de deuxième classe, troisième classe là. Et je vais faire vraiment tout ce qu'il faut pour éviter que ça se produise. Gabrielle Laprise, Excusez, je cherchais le micro. il n'y a pas de problème. Dans le fond, j'ai deux questions. Peut-être que je m'avance pour la première, mais je sais qu'on a Agamemnon en lecture cette semaine. Oui. Puis, je me demandais là, s'il y avait des choses particulières qu'il fallait cibler dans notre lecture, premièrement, pour ça. Oui. Alors, je savais pas si c'était une question en deux volets, donc j'attendais la suite, là. Mais c'est ça, OK, un volet. Alors, Agamemnon, effectivement, à lire cette semaine. Et vous devancez un petit peu ce que j'allais dire, mais c'est tant mieux. Je vais verser sur Moodle les textes à lire pour pas que vous ayez à vous échiner à les trouver, à les repérer. Ils sont pas à la coop de toute façon parce que c'est des textes qui sont souvent hors de prix. On est obligé d'acheter l'intégrale d'Euripide, par exemple, et c'est des frais pour rien, alors que ces textes sont disponibles gratuitement, libres de droit, parce que les auteurs sont morts depuis très, très longtemps, et dans de très bonnes traductions. Alors, je vais rendre disponible en différents formats. EPUB, Mobi, AZW, c'est pour la Kindle
d'Amazon en PDF aussi, ces textes. Mais bien sûr, ça se pourrait que vous n'ayez pas envie de lire sur une tablette électronique, vous n'ayez pas envie de lire sur votre iPad ou sur votre téléphone cellulaire, et je vous comprendrais de vouloir plutôt vous procurer les textes en version papier. Libre à vous de les commander et de vous les procurer dans des librairies voisines. Mais je vous le dis, ça ne sera pas facile parce que ces textes ne sont pas normalement dans toutes les librairies. Ça fait partie de ces choses qui me désolent, mais ce pas des textes qui, même s'ils sont encore très joués, très présents dans notre culture, qui sont faciles à se procurer en librairie. Il faut les commander en ligne. Librairie Pantoute, les bouquinistes, librairie Renaud-Bré. Vous pouvez utiliser Amazon s'il le faut et faire livrer chez vous ces textes. Je pourrais vous recommander des traductions plutôt qu'une autre, éventuellement, mais je préférerais qu'on lise les mêmes textes. Donc, idéalement, il faudrait se rapporter au texte qui va vous être partagé sur Moodle. Vous allez épargner un gros paquet de cette façon, tellement qu'avec l'argent épargné, une centaine de dollars, vous pourriez très bien justifier l'achat d'une liseuse électronique. Je sais que c'est pas idéal et je sais que vous avez, comme moi, un rapport fétichiste au papier qui fait que l'expérience du livre est importante, mais je vous dis, ça peut être utile dans le cadre d'études littéraires d'avoir une tablette électronique qui nous permet de faire des recherches automatiques, par exemple, pour retrouver une scène, un passage, un mot. Je me souviens plus exactement de ce que disait Clytemnestre, mais il y avait quelque chose à propos de drap rouge. Et là, je fais drap rouge. Et paf, je trouve le passage très rapidement. Ça va être très utile quand on écrit une dissertation, un mémoire de maîtrise, un article scientifique, d'avoir cette capacité de recherche en plein texte. Et c'est ce que nous permet de faire la tablette électronique, le iPad, le téléphone cellulaire éventuellement. Ce sont des textes très courts. On lirait pas Cent ans de solitude volontiers sur un téléphone cellulaire, quoique je l'ai fait, et en espagnol, pour m'amuser. Et c'est une expérience un peu difficile, mais ça peut se faire sur un texte court. Quand il s'agit d'un texte qui se lit finalement en autant de temps que ça prend à représenter. Une pièce de théâtre, ça dure 1 heure et demie, 2 heures. Alors, on imagine que la lecture d'une pièce va durer à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Donc, vous avez une idée que ça ne sera pas si pénible que ça, puisque ce n'est pas un roman de 300 pages que vous avez à lire. Vous pouvez très bien le faire à l'écran, même sur votre ordinateur. Ceux que ça dérange peuvent choisir de l'imprimer. Ça se fait aussi. Choisissez une belle police, une belle mise en page. Vous pouvez l'imprimer puis le lire comme ça. C'est pas tant de pages que ça, vous allez voir. C'est étonnamment court, ces textes-là, au moins pour les premiers textes. Et ça va nous permettre d'épargner des sous. Ça nous permet d'avoir accès au même texte aussi. Ça peut être utile. Donc, il va y avoir sur Moodle une, euh, un dossier qui va s'appeler texte obligatoire et vous allez avoir très rapidement tous les textes disponibles. Vous pouvez les télécharger dans le format de votre choix. Ceux qui n'ont pas accès à Moodle, je pourrais vous les envoyer directement par courriel en fichier joint. Vous m'envoyez un petit courriel, vous me dites, pouvez-vous me faire parvenir les textes? Je vous partage ça et l'affaire est réglée. Vous me précisez le format de votre choix, par exemple. Ça peut être Word, ça peut être PDF, ça peut être EPUB. Et si vous ne comprenez pas les distinctions, je vous dirai de quoi il s'agit. Vous me dites quelle est votre tablette, je vous dirai quel format va fonctionner avec. Par exemple, l'iPad fonctionne très bien avec EPUB. Mais essayez pas Mobi. Ça, c'est le format Kindle, par exemple, qui est aussi AWZ ou AZW. Alors, exposé magistral, présentation multimédia. Il y aura à chaque fois, à chaque classe, à chaque cours, une présentation comme celle-là, avec diapositive à l'arrière. Et je fais ça pour égayer un petit peu la présentation, mais aussi parce que c'est bien d'avoir les notes de cours sous les yeux. Gabriel, deuxième question. Je m'excuse. Il n'y a pas de gêne. Justement, ma prochaine question, c'est un peu à propos de la liseuse, justement, j'en ai une. Mais est-ce que, par exemple, dans les examens, si on a besoin d'avoir ces lectures-là, est-ce que c'est possible pour moi d'avoir ma liseuse parce que c'est uniquement pour des livres dans... Oui, là, vous posez une question très intéressante parce que j'y avais pas pensé à ça, à ce cas de figure.
Et le problème de ça, et je le conçois aisément, c'est que sur une liseuse, on peut mettre toutes sortes de choses, et notamment ces notes de cours. Donc, je vais être obligé de l'interdire. Merci d'avoir posé la question et de m'avoir fait penser à ça, parce que quelqu'un d'assez astucieux serait capable de verser dans un fichier très, très facilement l'intégralité de ces notes de cours, et pendant l'examen, ayant l'air de rechercher des extraits d'Euripide, il serait en train finalement de réviser ses notes de cours, là. Alors, c'est une question qui se pose et voici la réponse que je dois malheureusement vous donner. Et on en est là à cause de ChatGPT. Lecture dirigée, ça va être des lectures, bien sûr, que je vais vous demander de faire et je vais vous faire lire un texte plutôt qu'un autre, une version plutôt qu'une autre. Et dans ces lectures dirigées, il y aura aussi direction au sens où, et la question avait été posée, est-ce qu'on doit se concentrer sur un aspect en particulier? Je n'ai pas répondu à cet élément de la question-là, mais je veux le faire à présent. Pour le premier texte, non. Laissez-vous imprégner par cette expérience exotique, déroutante de la poésie d'un type qui a vécu il y a 2500 ans. OK? Laissez-vous imprégner par le langage. Faites un effort de compréhension, mais c'est pas grave si vous ne comprenez pas. Parce que on va rattraper ça. On va rattraper toutes ces lacunes, tous ces petits manquements-là dans votre lecture qui ne pourra pas être une lecture attentive, qui ne pourra pas être une lecture guidée parce qu'on n'en aura pas assez parlé encore pour que vous puissiez comprendre les enjeux. Mais faites-le avec une ouverture, une béance de la conscience, là. Buvez le texte, abreuvez-vous à ces mots et vous allez voir que vous allez y trouver quand même votre profit. Ça va vous dépasser. Et cette expérience de dépassement-là, elle est importante. Il ne faut pas la vivre comme une violence. Il ne faut pas dire, ah, ben, je ne peux pas faire ce cours-là, je ne comprends rien au texte que M. Yancourt veut nous faire lire. Et là, je vois que c'est la même chose pendant des semaines, j'y arriverai pas. Faites-moi confiance, faites-vous confiance. D'autres avant vous ont fait l'expérience de ces textes et ont très bien réussi le cours. Je ne me souviens pas d'un seul échec dans ce cours au terme du trimestre. Alors, vous n'êtes pas en position particulièrement dangereuse. Ça se passe généralement très bien. Mais cette expérience du dépassement, elle est utile. Elle doit être ressentie, elle nous amène à un certain degré d'humilité et à un désir de combler la distance, de dire, bon Dieu, bonsoir, je veux comprendre ce texte. Je sais qu'on peut le lire, on peut l'aimer, puisque M. Yanko en parle avec passion, avec enthousiasme. Il doit forcément y avoir des gens qui ont compris quelque chose, hein, puisqu'on les monte encore, ces textes-là. Alors pourquoi est-ce que moi, j'y arriverai pas? Et accepter humblement au départ que ce texte vous dépasse et qu'au fil des présentations, vous allez apprendre à mieux les déchiffrer, ces textes. Les premiers vont être particulièrement éprouvants. Euh, Euripide est plus facile à lire qu'Échille, est plus facile à lire que Sophocle, quoique ça dépend. Sophocle peut être très très clair aussi. Mais c'est plus proche de nous, en général. Je vous dirais que c'est des pièces qui se lisent un peu comme un roman d'Alexandre Dumas, les pièces d'Euripide. C'est beaucoup plus facile à assimiler. Échille, c'est de la poésie, là. La poésie pure, brute. C'est moins du théâtre que de la poésie. Alors, c'est sûr que vous allez avoir un choc au départ. Mais je vous rassure, plus ça va avancer, plus ça va être facile. Plus on va approcher de l'époque contemporaine, plus vous allez vous trouver chez vous et vous allez être confortable. Et vous allez voir à la fin, toutes ces pièces, même les plus difficiles, vont vous sembler étonnamment familières et faciles d'accès. Et c'est ça la magie du cours, c'est qu'au terme de l'exercice, quand on revient à ces textes qui nous ont fait peur aux premières semaines, on se rend compte qu'on est capable de les lire, on est capable de les déchiffrer, puis on est capable de les aimer même. Et ça, c'est un pari un peu ambitieux, mais je crois être capable de vous faire aimer d'amour Échille, Sophocle et Euripide. Vous me direz ce que vous en pensez après 15 semaines. Lecture dirigée, table ronde, ce seront des formules qu'on va employer, donc des fois pour échanger, des fois je vais un peu vous forcer, je vais vous cuisiner, je vais vous poser des questions, je vais dire, OK, qu'est-ce que vous avez pensé d'Antigone de Sophie Dérap? Qui a pleuré comme moi? Allez, allez, avouez que vous avez pleuré. Si vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas de cœur. C'est impossible de ne pas pleurer en regardant ce film-là.
Ma fille était aux larmes, était effondrée quand elle a vu ça. Puis elle a dit, Papa, pourquoi tu m'as fait regarder ce truc? Elle m'en voulait. En même temps qu'elle a beaucoup aimé malgré tout, là, comme ces films qui nous font violence, mais qu'on aime malgré tout, là. Et vous allez voir, ça nous rentre dedans. Si vous ne l'avez pas vu, c'est très fort, là. Euh, Table ronde, ça sera autour de représentations, d'extraits qu'on aura vus, qu'on aura lus, et qu'on va vouloir commenter. Je vais vous encourager à participer. Je suis très content que déjà des gens aient pris le micro pour poser des questions. Je vous encourage à continuer de le faire. J'aime ça être interrompu. J'aime ça être relancé. J'aime ça quand on me fait penser à des choses que j'avais oubliées. Et vos questions sont toujours bien reçues, bienvenues. Modalité de communication et d'encadrement. Alors, je privilégie les rendez-vous téléphoniques et sur Zoom pour l'instant parce que je ne suis pas sur le campus. Mais de toute façon, c'est toujours plus commode pour moi parce qu'on peut rapidement organiser quelque chose. Et c'est la modalité que je préfère, plus encore que les courriels, parce que je reçois un nombre incroyable de courriels par jour, 75 à 100 courriels par jour, parce que je suis directeur de l'unité en plus. Et à titre de directeur, je reçois toute la correspondance administrative. Ça me rend dingue. Alors, ménagez-moi. Ne multipliez pas les courriels. Vous pouvez très bien m'envoyer un courriel pour dire est-ce qu'on pourrait se donner un petit rendez-vous, on pourrait se parler au téléphone ou sur Zoom. Vous me proposez des plages de disponibilité. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, même en dehors de mes heures de disponibilité et même en dehors des heures de boulot. Si ça vous arrange mieux de se rencontrer le soir, ça pourrait être le soir. Je sais que déjà, il y a des gens qui travaillent, des gens qui ont une vie à vivre en dehors des études, et je respecte ça. Et j'essaie de me rendre disponible le plus possible. Et parfois même la fin de semaine, mais n'abusez pas. Euh, Date importante. Toutes les dates sont importantes, mais les plus importantes peuvent être consultées dans le calendrier universitaire officiel. Vous avez bien sûr la date du début du cours, c'est le 27 août. Le 8 septembre, c'est la date limite d'annulation des cours avec remboursement. Vous avez le 4 novembre qui est la date limite d'abandon du cours sans mention d'échec et sans remboursement. Et 10 décembre, c'est la date de fin du cours. Fin de trimestre, le 16 décembre, c'est pour ces cours qui n'ont pas encore atteint les 15 semaines, où il reste encore un examen à faire. Là. Le cours, la session se poursuit jusqu'au 16 décembre. Mais nous, notre dernière rencontre, c'est vraiment le 10 décembre. On aura fait nos 15 rencontres obligatoires. On aura complété le tableau. Le calendrier du cours va comme suit. Vous avez la première semaine, donc présentation du cours et discussion du syllabus, et on commence déjà la pièce Agamemnon d'Échille. Alors, la question se pose, quand est-ce que les textes vont être disponibles? Ben, cet après-midi, je m'y engage sur Moodle. Je vais déposer l'ensemble des pièces, à commencer par Échille. Donc, vous pourrez déjà commencer. Et si ça vous horripile de lire sur une liseuse ou sur un écran quelconque, ben, vous pouvez essayer de vous précipiter à la librairie la plus proche, puis essayer de trouver Échille ou faire une commande express sur la librairie Pantoute ou les bouquinistes, ou encore aller à la bibliothèque de l'UQAC, hein, parce que ces textes sont là. Tous ces textes sont là. Les textes classiques grecs, on peut tous les trouver là-bas. Il n'y a pas des exemplaires pour tout le monde, mais ça serait possible aussi pour vous d'en trouver là. Donc, il y a plusieurs possibilités. Mais ce n'est pas une lecture très longue. Vous devriez en venir à bout quand même assez rapidement. Deuxième semaine, euh, c'est la semaine prochaine, donc on va parler du théâtre grec et on va faire cet effort de contextualisation là, qui va nous mener à revenir à la diapositive de tout à l'heure, la voûte étoilée, puis de dire qu'est-ce que les gens se disaient quand ils regardaient les étoiles comme ça, puis qu'est-ce qu'ils ont compris du monde autour, puis comment ça les a menés à inventer des mythes. Catherine Boivin, vous avez une question. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, concernant Échille, ou on Échille. prononce Échille. Ben, Oui, en anglais, on dit Aeschylus. Donc, c'est pour ça qu'on est tenté aussi de prononcer à la grecque. Et si on prononçait en grec ancien, ça ressemblerait sans doute à Esquil plus qu'à Échille. Mais en français, on dit Échille. d'accord, merci. Alors, Échille, j'ai tenté de le trouver dans les bibliothèques, ben, en fait, dans les librairies, les magasins de Saguenay, puis perdez pas votre temps, là, Bon, il est nulle part. ben, Alors, ça nous renseigne, ça nous renseigne. Merci Catherine pour ça ça. fait- Ça vous évite de vous déplacer au bouquiniste ou ailleurs. Parfois, il y a des trucs, des boutiques de livres usagés. Vous allez trouver peut-être un exemplaire
Mais bonne chance, là, il n'y en a plus beaucoup à Saguenay maintenant. Il y en avait jadis proche du centre-ville. Là. Au centre-ville, en fait, il y avait une boutique de livres usagés. Mais c'est plus difficile que jamais de trouver ça. Donc, pour l'instant, on pourra se contenter des textes qui seront rendus disponibles aujourd'hui. Euh, Deuxième semaine, donc le théâtre grec. Et cependant qu'on abordera tranquillement le théâtre d'Échille, on va parallèlement entreprendre la lecture des pièces qui font suite à Agamemnon. Parce que ce qu'on va comprendre, c'est qu'Agamemnon fait partie d'une trilogie et que vous allez lire la seule trilogie du cours là, dans ces premières semaines. Ça commence un peu raide, là. Vous avez trois textes d'un même auteur, puis c'est l'auteur le plus difficile de tous les auteurs grecs. Vous avez trois pièces de Échille à lire, et c'est Agamemnon, les Coëphores et les Euménides. Alors, on va y aller par étapes. On ne veut pas vous traumatiser. On ne vous fait pas lire les trois la première semaine. Vous seriez au bureau de la secrétaire en train d'abandonner le cours dans 2 jours. Alors, on vous fait lire la première et après ça, après en avoir parlé et contextualisé un peu mieux, à la deuxième semaine, on entreprend la lecture des Coëphores, des Euménides. Et là, ça va être un peu plus familier. C'est qui Agamemnon? C'est qui Clytemnestre? Et qui c'est Oreste? Et pourquoi il est fâché contre sa mère? Et pourquoi il en veut à sa mère? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit fâché comme ça? Alors, on va parler de tout ça. Ça va guider votre lecture, ça va l'orienter, ça va la simplifier. Et vous allez voir, il y aura moyen toujours d'aller voir sur YouTube des extraits, voir la pièce au complet. Pour les plus paresseux d'entre vous, il se pourrait que la tentation se présente d'aller carrément sur YouTube pour, plutôt que de lire, voir la pièce. Alors, il y en a qui ont un rapport plus oral à la culture et c'est une option. Et je ne l'interdis pas. Et ça peut très bien faire aussi. Et ça peut se faire aussi en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut faire les deux. On peut lire, on peut essayer de lire Échille et se casser le nez. Et une fois qu'on s'est cassé le nez, on s'en va sur YouTube et on regarde une mise en scène de préférence récente, de préférence belle. Prenez une vidéo 4K avec un bon son. Allez pas prendre un truc enregistré dans un théâtre épouvantable dans les années 70 avec une mauvaise sono. Vous allez faire exprès pour pas aimer ça. Non, vous allez trouver quelque chose de recommandable, quelque chose d'agréable. Vous allez regarder et vous allez comprendre. Parce que il y a quelque chose à comprendre. On veut vous signifier quelque chose à travers ce texte-là. Et la mise en scène va vous aider. La façon de rendre ce texte intelligible, c'est de le passer à travers tout un dispositif sémiotique de mise en scène, de jeu d'acteurs, de jeu d'éclairage, de costumes, qui vont donner sens et corps au texte. Donc, je vous encourage à le faire, en fait. Je vous encourage à aller voir. Et si j'ai le temps, je vais peut-être vous faire des suggestions même. Je vais vous envoyer un petit courrier en disant, ah, j'ai repéré telle version d'Agamemnon en 4K. Hélas, elle est en anglais. Mais il y a celle-là qui pourrait être bien aussi. Et vous pourrez voir des fois des petits clips, parce que des fois, c'est sous copyright, c'est protégé. Il faudrait payer pour ça. Je ne veux pas vous coûter cher. Alors, je vais vous dire, allez voir juste un extrait. Ça va vous mettre en tête, c'est qui Agamemnon. Dans cet extrait-là, là, vous avez un comédien là, qui, à mon sens, incarne bien Agamemnon. Alors, en lisant, vous pourrez vous représenter ce personnage barbu, costaud, intimidant, et ça va peut-être simplifier un peu l'idée que vous en faites. Donc, on va jouer avec ça. On va jouer beaucoup avec les films, les clips. Je vais vous référer à des versions modernes. Par exemple, quand il existe un film contemporain, une réalisation d'un cinéaste d'envergure, je pense à Lars von Trier, par exemple, qui va réaliser une Médée dans les années 90. Je vais vous référer à ça. Je vais vous dire, allez voir ça. Je vais vous présenter des clips, des extraits. On va voir, c'est la Médée là, d'Euripide, mais mise en scène par un cinéaste contemporain. Là, il y a un micro d'ouvert. Il faudra faire attention de garder vos micros fermés parce que j'entends ma voix en rétroaction. Sauf si vous avez une question à poser, hein. À ce moment-là, vous pouvez ouvrir le micro, il n'y a pas de problème. Alors, la troisième semaine, ça va être Échille encore. On va avoir commencé à en parler à la deuxième, mais là, on va vraiment aller à fond avec Échille. Et on va entreprendre parallèlement la lecture de la pièce Antigone de Sophocle.
Vous me voyez venir, je vous ai parlé de Antigone de Sophie Dérapes. Euh, vous allez avoir affaire à Antigone à plusieurs reprises dans la session. On va les présenter d'abord, ces personnages-là, à travers les différentes actualisations euh, des auteurs grecs, mais plus tard, on va voir leurs avatars dans les représentations modernes. Alors, Antigone, elle va revenir souvent parce que c'est un personnage majeur, incontournable du théâtre classique grec. Sophocle, on va voir la pièce Médée d'Euripide. Alors, on va voir, on va parler de Sophocle à la quatrième semaine et en parallèle, on va lire la pièce Médée. On va être toujours en train d'anticiper sur la semaine prochaine, finalement. Vous aurez compris, là, j'y allais un peu vite, là, mais alors qu'on termine la lecture des pièces d'Échille, on parle d'Échille à la troisième semaine, on entreprend la pièce de Sophocle parce qu'on va parler de Sophocle la semaine d'après, et de même la pièce d'Euripide parce qu'il est question à la cinquième semaine d'Euripide, justement. Alors, on prépare le topo de cette manière. Sixième semaine, on change de registre. On va parler du théâtre comique, en fait, et d'Aristophane et Ménandre, deux grands dramaturges, parce qu'on les appelle quand même des dramaturges, même si c'est des auteurs comiques. Ce sont des auteurs de théâtre, deux grands auteurs de théâtre grec. On va parler du théâtre romain qui, je vous le dis tout de suite, s'inspire copieusement du théâtre grec. On va retrouver vraiment des plagiaires chez les Romains qui reprennent du tout au tout la copie originale. Ils font juste traduire le texte, en fait, ni plus ni moins. Mais ça leur enlève pas tout mérite, on verra. Ensuite, ce sera la relâche, la huitième semaine, le 15 octobre. Un examen en classe le 22 octobre, dont on a dit de quoi il s'agissait un peu plus tôt. C'est un test de culture qui va porter sur les éléments importants du dispositif scénique du théâtre grec et qui va essentiellement consister à être basé sur les notes de cours, hein, ce qui aura été présenté sur les diapositives. Donc, ça va être facile à préparer cet examen-là parce que vous aurez juste à relire les PowerPoint, réfléchir un peu, comprendre ce que ça veut dire tout ça, mémoriser certains termes, pas tous les termes techniques, là, mais mémoriser certains termes un petit peu parce que c'est important pour la connaissance du théâtre. Et vous aurez cet examen-là à faire en classe. Dixième semaine, Claude, Terence et Sénèque. On poursuit le théâtre romain avec, en parallèle, on commence les lectures modernes de la première modernité, c'est-à-dire qu'on va lire les pièces de Médée et Oedipe de Corneille. Alors, vous voyez, ce sont des personnages qui se retrouvent chez Euripide et chez Sophocle. Et là, on va voir qu'est-ce qu'en fait Corneille au XVIIe siècle. La semaine d'après, on va parler de Médée et on aura lu Corneille, donc on va savoir de qui il s'agit. Et on va entreprendre en parallèle, pour préparer le cours de la semaine d'après, la lecture de la Thébaïde de Racine, dont on sait qu'elle concerne le mythe d'Oedipe. La Thébaïde, c'est l'histoire des fils d'Oedipe. Alors, c'est une partie du mythe qui est vraiment très importante, où les frères Étéocle et Polynice vont mener une guerre fratricide, une lutte jusqu'à la mort pour le contrôle de Thèbes, dont ils ont hérité de leur père. Alors, on va parler de ça, on va parler de Phèdre, personnage monumental, une femme d'une force extraordinaire, un de ces personnages qui font croire que les dramaturges grecs étaient féministes avant l'heure. Il y a des femmes, mes amis, tellement fortes dans le théâtre grec que c'est renversant, là. Elles dominent les hommes par leur intelligence, par leur éloquence, par leur pouvoir d'action au- à une époque où les femmes étaient pourtant confinées au gynécée. Les femmes étaient marginalisées, elles ne pouvaient pas sortir, on les placardait, là. On considérait qu'elles étaient inférieures. Mais vous avez ces auteurs dramatiques qui présentent parmi les femmes les plus fortes de l'histoire de la littérature. Comment expliquer ce paradoxe? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette dichotomie absolue entre le gynécée, la femme confinée à la maison, et les femmes entre elles, hein, on les mêle pas, on les mélange pas avec les hommes, et même les femmes interdites de théâtre, elles n'ont pas le droit de jouer, elles n'ont pas le droit d'assister au spectacle à certains moments, et la représentation de femmes vraiment d'une envergure surhumaine. Il y a quelque chose de fascinant dans ce paradoxe et il faudra en parler. Et Phèdre est peut-être
emblématique plus que n'importe quel autre de ce phénomène. On va lire cette semaine-là Iphigénie de Racine. On va revenir sur Iphigénie. On va parler d'héritage comique à la 15e semaine. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau comique? On va pas en parler longtemps, seulement un cours. C'est un peu dommage, mais on va essayer de tout concentrer. Théâtre de vaudeville, théâtre comique de la Renaissance, les farces et tout. On va essayer de tout concentrer pour en dire le plus possible. Mais essentiellement, on va en parler d'abord et avant tout de la tragédie et du théâtre classique tragicomédie et autres. Utilisation de l'intelligence artificielle, vous ne serez pas surpris après le topo de tout à l'heure que le recours à l'intelligence artificielle étant impossible à contrôler, on se bornera à le déconseiller fortement, car susceptible de nuire au développement des compétences académiques. Je ne peux pas l'interdire, il n'y a pas moyen de le faire de manière efficace, je ne peux que le déconseiller. Et cependant que je le déconseille, je vous le dis tout de suite, je l'utilise moi-même. OK? Alors, soyons francs, soyons honnêtes. Je l'utilise constamment. J'écris des articles scientifiques, ben, je vais vérifier les choses parce que c'est commode, parce que c'est pratique. Mais en même temps que je l'utilise, j'exerce mon sens critique de manière paranoïaque parce que ces outils hallucinent. Ils hallucinent des résultats, des réponses. Ils vous disent des choses des fois, mais ahurissantes, qui ont aucune espèce de valeur scientifique. Et si vous faites pas attention, vous pouvez dire des grosses conneries, là. Et la plupart du temps, comment est-ce qu'on repère le recours à l'intelligence artificielle? C'est quand vous dites une grosse connerie. Vous reproduisez ce que l'IA vous a dit parce qu'il l'a dit avec autorité, avec conviction, et là, vous l'écrivez. Et là, vous venez de vous démasquer complètement. C'est clair comme de l'eau de roche, vous avez eu recours à l'intelligence artificielle. Et ce qui est de plus fabuleux là-dedans, c'est que les nouveaux modèles, comme ChatGPT 5, euh, qui sont plus sophistiqués que les anciens, ont tendance à halluciner encore plus. Plus ça avance et plus ils hallucinent, plus ils cumulent de connaissances, plus ils sont susceptibles d'hallucination. Et c'est problématique pour plusieurs domaines, hein. Il y a des avocats qui rédigent leur plaidoyer au complet avec ChatGPT et ils inventent des précédents. Et il y a des juges qui s'en sont rendus compte. Et ils ont dû sanctionner sévèrement les avocats parce que quand on cite un précédent qui n'a pas eu lieu, on commet une faute professionnelle grave. Ça revient à mentir en cours, là, à se parjurer en quelque sorte. Et c'est une faute qui peut valoir à un avocat d'être disbarred, comme on dit en anglais, là, d'être évincé du barreau, là. Alors, c'est très grave. Et dans mes articles, je fais très attention de toujours vérifier, contre-vérifier ce que je vois, là. Donc, je ne vous décourage pas de l'utiliser tout à fait, mais je vous dis, utilisez-le avec discernement. Méfiez-vous des dangers de la chose, méfiez-vous des mensonges. La dernière fois que j'ai fait du cybernarcissisme et j'ai demandé à ChatGPT qui j'étais, il m'a fait une présentation. En fait, je n'ai pas dit qui je suis exactement, j'ai dit pouvez-vous me parler un peu de Luc Vaillancourt? Et il m'a dit que j'étais prof à l'Université de Montréal en sciences économiques. Et là, il mêlait des publications qui étaient vraiment les miennes avec des publications de d'autres et dans des domaines complètement différents. Et là, je dis non, je pense qu'il y a erreur sur la personne. Il me répond non, j'ai accès à des bases de données très sophistiquées et je suis très certain de la valeur de mes réponses. Et je dis, ben, j'ai le regret de vous informer que je suis Luc Vaillancourt et je vous assure que je ne suis pas prof à l'Université de Montréal. Ah, ah bon? Ah bon? Eh bien, j'en prends bonne note. Je vais corriger l'information pour la prochaine fois. Alors, il y a plein d'instances comme ça où je me suis amusé à coincer l'intelligence artificielle. Et plus récemment, c'est une aberration. Je discutais de Montaigne avec ChatGPT et ChatGPT me dit, Montaigne, dans son chapitre de l'expérience au livre 2, et là, il développe. Attention. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Montaigne, de l'expérience, livre 2. C'est dans le livre 3. C'est le dernier chapitre du livre 3, là. Qu'est-ce que tu racontes, là? Et là, c'est une erreur gravissime, parce que moi, si j'écris un article à partir de ça, là, et que je dis, OK, Montaigne, dans son chapitre de l'expérience, au livre 2, je sais pas, moi, chapitre 7, tiens, pourquoi pas, là, tant qu'à inventer, halluciner des résultats, je perds toute crédibilité. En tant que prof d'université, là, publier un article où je ne serais pas fichu de situer ce chapitre-là au bon endroit, j'ai perdu toute crédibilité, vous comprenez? Donc, c'est problématique. C'est pour ça que je vous enjoins à en faire un usage vraiment intelligent, modéré.
Et ça peut vous servir à développer votre sens critique, justement. Ça peut vous servir à réfléchir, à vous méfier d'une affirmation qui semble vraiment valable, mais qui ne l'est pas nécessairement. Demandez encore à Gemini si c'est une bonne idée de mettre de la colle dans la sauce à pizza pour l'épaissir. Gemini, dans son entraînement, a lu un blog d'un jeune garçon de 12 ans qui disait peut-être que si on met de la colle non toxique dans la sauce, on pourrait l'épaissir. Et a retenu l'information. Et a recraché l'information quand on demandait par la suite comment on fait pour épaissir une sauce. Ah, vous pouvez mettre de la colle non toxique dans la sauce à pizza. C'est une aberration, c'est vraiment pas une bonne idée, mais on a eu un mal de chien à extirper cette information-là du cerveau de l'IA qui continuait encore pendant des mois à recracher l'information. Et les programmeurs s'arrachaient la tête comment on fait pour lui dire d'arrêter de dire ça. Il faut pas mettre de la colle dans sa sauce à pizza. Alors, c'est juste pour vous donner un aperçu du délire que ça peut représenter. Et je ne vous parle pas des cas de psychose induits par l'intelligence artificielle. Si vous parlez avec Copilote, vous allez remarquer sa propension marquée à la flagornerie. Pour vous rendre accro à leur service, ces robots vous flattent, vous complimentent, vous disent des mots gentils. Ah, quelle brillante idée, Luc! Ah, quelle excellente observation! Et ça fait du bien. Tout le monde aime se faire complimenter, mais ça n'a de sens que pour vous rendre plus disposé à revenir encore et toujours et à utiliser les services de l'intelligence artificielle. Et il y a des gens qui, dans ce miroir aux alouettes, se perdent et finissent par se croire brillants, tomber dans un délire narcissique et se retrouvent hospitalisés. Et j'invente rien, là. Ces histoires-là sont disponibles dans les journaux, là. Regardez un peu à gauche et à droite, vous allez en trouver des exemples de toutes sortes. Quand je m'amuse à essayer de déconstruire les stratégies rhétoriques employées par les intelligences artificielles, parce que je dialogue avec elles, je vois les dangers de ça et je m'en inquiète. Alors, faites attention à votre santé mentale quand vous utilisez ça. Et surtout pour la vie académique, le moins possible. Évaluation, examen de culture. Alors, choix de réponse et développement court. Je vous rassure sur le format de ce premier examen en classe, ça va être des choix de réponse pour l'essentiel ou une phrase à écrire ou un mot à donner. Je vous demande le titre de quelque chose. Ça ne sera pas de ce genre-là parce que je ne veux pas que ce soit un examen de par cœur, vraiment. Mais, par exemple, nommer quelques personnages importants pour le théâtre antique ou de mythes importants pour le théâtre antique. Là, vous pourriez citer Oedipe, par exemple, Phèdre. Ça devrait vous venir assez facilement à l'esprit parce on va parler que de ça dans les prochaines semaines. Donc, ça ne devrait pas être trop de par cœur. Ça va compter pour 20%. Le pastiche, c'est le travail le plus important qui compte pour 40%. Vous allez pasticher le style de l'auteur de votre choix en transposant une scène dans un contexte moderne. Alors, ça va être sans doute soit Euripide, soit Échille, soit Sophocle, c'est ce que j'encourage le plus, mais je suis pas non plus réfractaire à l'idée qu'on puisse s'inspirer d'un auteur générique, c'est-à-dire sans pasticher exactement Échille, vous écrivez un peu à la manière des Grecs, en utilisant un mythe un peu à la manière des Grecs et des personnages dans une dynamique qui rappelle le théâtre ancien. Je suis pas exclu, j'exclus pas ça, OK? Ça se négocie. Mais idéalement, c'est plus facile quand on a un modèle qu'on va essayer de reproduire. Mais je vais être ouvert aux propositions et vous aurez l'occasion de me dire, ouais, ben voici, c'est l'idée que je veux développer, qu'est-ce que vous en pensez? Et je pourrais vous répondre, attention, mise en garde, c'est dangereux, il faudrait peut-être pas aller de ce côté-là. Sinon, je vous donne carte blanche. Examen de synthèse à la fin du trimestre avec des questions de développement, mais développement court, qui ne sera jamais question d'écrire une dissertation, OK? Je ne veux pas vous traumatiser. On n'a pas assez de temps de toute manière. Ça va être développé en 5 lignes une réponse à la question qui vous est posée, avec des phrases complètes, bien sûr. Ça ne sera pas à ce moment-là juste un mot à écrire, ça va être une phrase complète. Système de notation, c'est celui qui est employé partout à l'université. Il n'y a rien de nouveau ici. Droit d'auteur et propriété intellectuelle du matériel. Tous les contenus sont assujettis aux lois relatives aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle. Toute reproduction en tout et en partie est interdite sans l'approbation des ayants droit. Alors, il y a des fois des cours où je vais avoir des attaques de lapsus.
Je vous prierai, puisque ces cours seront rendus disponibles sur YouTube, de ne pas faire des montages et de me faire honte sur les médias sociaux. Ça fait partie de ça, hein, les droits d'auteur. Vous n'êtes pas censé récupérer ces images et les partager. Mais sans blague, ça ne me gêne pas si vous récupérez les notes de cours. Je sais que des étudiants qui ont suivi mes cours par le passé les ont utilisés pour donner leurs cours plus tard. Et ça, c'est le plus grand honneur pour un professeur là, de voir que son enseignement sert encore, s'inscrit dans la durée. Donc, vous n'avez même pas besoin de me demander la permission pour ça. Je vous l'accorde d'emblée et à perpétuité. OK? Vous pouvez me piller euh, copieusement jusqu'à la fin des temps. Pour ce qui est des notes de cours, si vous devez préparer des cours vous-même, je vais être vraiment honoré de la chose. Les services offerts à l'UQAC, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de choses au service aux étudiants à aller chercher, de ressources, et n'hésitez pas à en faire bon usage. Le site Internet J'étudie à l'UQAC détaille des outils d'apprentissage et c'est une excellente source d'information. Vous pouvez y consulter, vous pourrez y consulter diverses ressources et prendre rendez-vous avec les intervenants, pouvant vous accompagner dans votre métier d'étudiant. Le bibliothécaire à consulter si vous avez des questions relatives à la disponibilité des ouvrages. Vous voulez faire venir un livre qui n'est pas disponible par prêt entre bibliothèques, ça peut se faire, ou vous voulez savoir quelle édition serait la meilleure pour le cours. Vous pouvez demander à Lino Tremblay aussi, n'hésitez pas à le contacter. Une ressource est aussi disponible pour vous accompagner dans votre appropriation des technologies éducatives. C'est de la difficulté à accéder à Moodle, au courrier électronique. N'hésitez pas à demander de l'aide. Vraiment, personnel de soutien, voilà un exemple d'attaque de lapsus, est très efficace et va vous accompagner rapidement pour trouver des solutions à vos difficultés. Politique contre le harcèlement et la violence. L'Université du Québec à Chicoutimi s'est dotée d'une politique afin de prévenir et de faire cesser le harcèlement et la violence. L'université favorise un milieu propice à la dignité et à l'estime de tous les membres de la communauté. Elle désavoue toute forme de harcèlement et de violence parce qu'il constitue une atteinte aux droits de la personne. Alors, on va parler beaucoup de violences faites à la personne dans le théâtre, justement. Ces gens sont torturés, ces gens sont humiliés, ils sont assassinés même. Alors, il y en a assez de violence dans le théâtre. On ne veut pas transposer ça dans la réalité et on va être absolument intolérant vis-à-vis de toute forme de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit de l'ordre du préjugé, qu'elle soit de l'ordre du harcèlement psychologique, peu importe, c'est absolument tolérance zéro en la matière. Tous les membres de la communauté universitaire ont droit à un milieu de travail et d'études exempt de harcèlement et de violence. Application de la politique, toute forme de harcèlement de violence est prohibée. Tout membre de la communauté universitaire a le devoir de s'approprier la présente politique et de saisir la communauté institutionnelle contre le harcèlement et la violence, le responsable du bureau de réception des plaintes ou les personnes ressources de toute situation qui jugent en contravention de la présente politique. Alors, je vous le dis et je prends la peine de lire ce passage parce que c'est arrivé par le passé qu'il y ait des plaintes d'harcèlement qui concernent des professeurs parfois, qui concernent des collègues, et toutes sortes de situations qui sont portées à notre attention. Et c'est important d'agir et d'agir rapidement. Alors, n'hésitez pas à témoigner de toute expérience dont vous êtes témoin ou que vous subissez vous-même. Exigence de formation. La qualité de la langue, qu'il soit entendu que 20% des points attribués aux travaux et examens sera réservé pour noter la qualité du français. Les travaux devront se conformer aux règles établies dans le guide de présentation d'un travail de recherche, publié par l'unité d'enseignement en lettres, disponible en suivant le lien ici après. Règles concernant le plagiat et la tricherie dans les travaux individuels et les travaux d'équipe. Conformément au manuel de gestion de l'UQAC, toute forme de plagiat peut être sanctionnée par un échec au cours. Et ça inclut bien sûr l'intelligence artificielle. Règles de présentation des travaux. Les travaux devront se conformer aux règles établies. Ben, ça ne s'applique pas vraiment parce qu'il n'y a pas de travaux de type dissertation. Le pastiche n'a pas à comporter de bibliographie ou d'introduction comme telle. Vous pouvez faire un petit avant-propos pour m'expliquer ce que vous avez voulu faire, des choses comme ça, mais il n'y a pas un protocole de formation, de présentation formelle.
Vous devrez quand même respecter la mise en page standard, c'est-à-dire qu'on s'attend à des marges raisonnables, à une police de taille raisonnable, à une page de présentation. Ça, c'est acquis, là. Ça fait partie des conditions de base. Mais en dehors de ça, vous pouvez utiliser une police un peu extravagante, si vous voulez, si ça s'inscrit dans votre histoire, puis ça trouve sa justification dans votre récit. Règle concernant les retards, les remises des travaux, qu'il soit précisé ici qu'à moins d'une entente explicite avec le professeur pour des motifs sérieux, la date de remise des travaux est impérative. Une dérogation à cet effet entraînera une pénalisation de quelques 10% des points par semaine de retard. Alors, c'est très important, bien sûr, de rendre les travaux à date, à la bonne date, et ça concerne finalement pour vous que le pastiche, puisque le reste se fera en classe. Utilisation des technologies d'information et communication, ben, les ordinateurs et portables, figurez-vous, qui sont interdits en classe depuis le 11 mars 2011. Mais chaque professeur a le droit de faire ce qu'il veut, en fin de compte. Et je vous le dis, les ordinateurs ne sont pas interdits dans mes cours. Les téléphones portables non plus. Même si je me désole beaucoup de vous voir avant le cours et pendant les pauses sur vos téléphones plutôt qu'à parler les uns avec les autres. Vous savez, moi, j'ai rencontré ma copine, mon actuelle copine, sur les bancs de l'université. Et c'est parce qu'on se parlait à la pause. Si on avait eu un téléphone cellulaire, on serait passé à côté l'un de l'autre. OK? Et ça a été vraiment tragique. Il y a deux enfants qui ne seraient pas nés de ce couple et qui auraient pas égayé leur monde de leur présence lumineuse. Alors, je vous encourage, ne serait-ce que pour votre vie sentimentale, à ne pas amener votre téléphone en classe. Euh, mais si vous le faites, je serai pas vexé, je serai pas offusqué. Lecture obligatoire. Alors, vous avez à lire Le Resti. Ça fait peur quand on dit ça, là, mais c'est les trois pièces que je vous ai présentées tout à l'heure. Agamemnon, les Coëphores, les Euménides, des noms bâtards, j'en conviens, qui font peur déjà. Qu'est-ce qui est un nom là-dedans, puis qu'est-ce qui renvoie une personne et des abstractions? Tout ça va être démystifié bientôt, rassurez-vous. Alors, on parle de ces trois textes comme d'une trilogie. Et cette trilogie, elle s'appelle l'Orestie. Euh, Parce que c'est l'histoire, au fond, c'est pas tellement l'histoire d'Agamemnon, c'est l'histoire d'Oreste, son fils. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle l'Orestie. Comme on va parler de l'Oedipie, pour parler de l'histoire d'Oedipe. Mais c'est pas seulement l'histoire d'Oedipe, c'est aussi l'histoire d'Antigone. Antigone fait partie de l'Oedipie. Comme dans Oreste, il y a aussi Clytemnestre, il y a aussi Agamemnon qui est nommé, il y a aussi Électre, la sœur d'Oreste, qui est évoquée. Alors, on va voir que c'est une façon comment d'évoquer la trilogie, mais aussi une fresque, une saga qui englobe plusieurs personnages, plusieurs histoires, qui ont chacun ces textes, des retombées, des avatars, des imitations de toutes sortes. Euh, alors, édition au choix, ça va être probablement celle que je vais vous proposer d'abord, mais vous pouvez en chercher d'autres ailleurs. Sophocle, Antigone, édition au choix. Euripide, Médée, encore une fois, édition au choix. Ça, c'est plus difficile de trouver Euripide, hein. Si vous essayez de trouver ça en version imprimée, vous allez passer beaucoup de temps. Je pense que c'est un des textes les plus durs à repérer. Par contre, Corneille, ça se trouve assez facilement, ne serait-ce qu'en version intégrale. Et puis, vous avez Racine, Phèdre, la Thébaïde, édition au choix. Euh, Après ça, vous avez des ouvrages de référence. Ça ne sera pas nécessaire de les lire absolument parce que vous n'avez pas de dissertation à faire, mais c'est bon d'avoir un peu une idée des grands textes. Alors, quels sont-ils ces grands textes? Ben, le théâtre grec de Coulais, c'est encore tout à fait d'actualité. Chez Paris, Nathan, vous avez le texte, un théâtre, le texte dramaturgie histoire, qui est encore un volume tout à fait pertinent, surtout au niveau universitaire. Catherine Boivin, vous avez une question. Oui, j'ai trouvé ça ici à la bibliothèque de l'université. Wow, Médée, super. Est-ce que c'est la pièce de Corneille? Ah oui, ouais, je vois Corneille. C'est Oui. génial. C'est super. Est-ce que c'est une édition poche? Je vois pas, là, parce que ça a l'air surdimensionné, là. Flammarion. Classique. euh, Oui, oui, c'est ça. oui, C'est oui, pas. texte intégral. Oui, Ah, ben, c'est génial. Ben, c'est rassurant de savoir qu'on peut les trouver à la bibliothèque. de Donc, si vous galérez. magasin, au magasin de Lucac en Ah bas. oui, donc à la Coopsco, là. Oui, oui, c'est Ah ça. ben c'est encore mieux. Ça veut dire que c'est peut-être une commande
qui est resté sur les rayons d'une session précédente parce que ça m'est arrivé par le passé de commander les textes, mais ça marchait plus ou moins bien parce que je commandais 15 exemplaires, 20 exemplaires avec, pour un groupe de 25 en me disant que les gens n'allaient pas tous l'acheter. Et finalement, à peu près personne l'achetait. Et là, j'avais la coop sur le dos qui me disait, mais arrêtez de nous faire acheter les livres qui ne se vendent pas, là. C'est gênant, il faut les retourner après, là. C'est un peu pour ça que je me suis rabattu sur le numérique de façon privilégiée. Merci pour cette précision. Euh, c'est le fun de savoir qu'il y a encore des textes disponibles à l'UQAC. Alors, vous avez d'autres titres, Grimal, Pandolfi, Steiner, Hubersfeld, pour une approche sémiotique du théâtre. L'auteur de référence incontournable, c'est Anne Hubersfeld. Ça commence à dater un peu. Mais ça fait partie des livres qui m'ont vraiment marqué là, dans les livres théoriques sur le théâtre. Là. Lire le théâtre, l'école du spectateur, vraiment, ce sont deux ouvrages vraiment de référence là, importants. Il y a là aussi le théâtre en France des origines à nos jours pour une perspective plus historique. Mais ça, puisqu'on ne fera pas de dissertation, on aura moins l'occasion de l'explorer, d'explorer ces références-là. Mais moi, je vais en faire un usage constant et je vais essayer de citer mes sources quand l'occasion se présentera, de dire, OK, le développement qui suit s'inspire, par exemple, de ce qu'on peut trouver chez Jean-Pierre Bordier à Alain Viala. Il y a une bonne part de l'iconographie que je vais utiliser dans mes présentations PowerPoint, qui est tirée de l'histoire du théâtre en bande dessinée. Et c'est absolument savoureux. C'est un type qui a fait ça, qui a dessiné l'histoire du théâtre et qui la raconte vraiment à travers des dessins, à travers une mise en forme là, qui a dû lui demander un travail colossal, là, des années de travail, c'est sûr, mais qui est vraiment fabuleux. Et je vais partager avec vous plusieurs planches de cet album. Et je vous donnerai la référence si ça vous intéresse là, pour vous le procurer parce que c'est un trésor, vraiment, ce truc-là. Des fois, ça fait un peu enfantin. Mais c'est sympathique, ces petits dessins-là. Et ça explique tellement bien l'évolution du théâtre là, que j'en ferai un ouvrage de référence très volontiers. Alors, c'était le plan de cours, en espérant qu'il vous convient. Sinon, ben, vous pouvez toujours protester. Si vous voulez qu'on rajoute une dissertation, ça peut se négocier, mais elle devra se faire sur table. S'il devait y avoir une dissertation, il faudrait que ce soit sur table et ça serait un peu massu, hein. Écrire une dissertation avec développement en trois parties, introduction, conclusion, ça prend idéalement 2 cours pour faire ça. Et on n'a pas le loisir de libérer 2 cours, 2 semaines pour faire une dissertation en aval et en amont. Au début de la session et à la fin, ça serait un peu fastidieux. Comme je le ferai chaque fois, chacune de nos rencontres, je vais terminer les présentations par une diapositive qui vous donne le cue un petit peu, qui vous dit, OK, le cours achève. Parce que là, il a changé, il n'est plus dans le mode présentation, tableau, notes. Il nous amène ailleurs. C'est le signal que le cours est sur le point de se terminer. C'est le moment de poser des questions, si vous en avez de faire des suggestions, des commentaires. Et chaque fois, je vous inviterai à ouvrir votre micro, puis à ne pas vous gêner s'il y a des points qui méritent éclaircissement. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Teresa, vous avez une question? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Pour le pastiche, j'imagine qu'on va l'aborder en classe bien avant la date de remise. oui, oui. On va en parler des semaines avant parce qu'on veut se faire une idée de c'est quoi d'abord un pastiche, à quoi ça peut ressembler, et je vais vous fournir des modèles. Je vais vous donner un exemple ou deux d'étudiants de sessions antérieures qui me semblent particulièrement aboutis. Donc, ça va vous donner, et je vous dirai pas ce qu'ils ont eu comme note, là, et je vais anonymiser par respect pour eux, là, parce que je pense pas pouvoir les rejoindre pour leur demander la permission. Mais je vais vous donner un aperçu de ce que ça peut donner. Des fois, la barre est haute, mais des fois, pas si haute que ça. Vous allez lire des exemples, vous allez dire, bah, je pense que je peux faire mieux.
et tant mieux si vous y parvenez. L'idée, c'est de ne pas vous intimider non plus en vous montrant un trésor, là, le texte le plus abouti, le plus achevé que j'ai vu de ma vie. Je ne vous partagerai pas nécessairement ceux-là, mais j'ai vu des choses vraiment très réussies dans le cadre de ce cours. Des gens là qui ont composé des petits bijoux. Et pour ceux que ça intimide en se disant, oui, mais moi, je ne suis pas un créateur, moi, je n'écris pas de fiction, et encore bien moins du théâtre, je vous rassure. L'objectif, et le critère de correction, là, ça ne sera pas la qualité littéraire du résultat. L'objectif ici, c'est de montrer que vous avez compris le cours. Vous avez compris c'est quoi qui est en jeu dans le théâtre grec ancien. C'est quoi le moteur stylistique derrière Euripide, derrière Échille, derrière Sophocle, l'auteur que vous avez entrepris de pasticher. Et c'est une façon vraiment pédagogique d'en rendre compte. Si les éléments sont là, si les éléments requis sont là, quand bien même ça serait mal ficelé, quand bien même votre histoire littérairement, elle marche pas tout à fait, si vous montrez que vous avez compris c'est quoi un chœur, que vous avez compris comment ça parle, comment ça s'alterne, comment ça joue un rôle de personnage collectif, et son interaction avec le protagoniste, les différents personnages de la scène, vous avez tous les points. OK? Ça n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre de littérature. Si vous montrez que vous avez compris, vous avez les points automatiquement. C'est à ça que ça sert, en fait. Mais pour ceux qui aiment la création, ben, c'est l'occasion de se pousser et se dépasser et de sortir peut-être un beau morceau de littérature au passage. Mais on ne veut pas trop se mettre de pression non plus. Ça ne doit pas être une pièce complète, hein, surtout pas. N'allez pas écrire un texte complet. Une scène, quelques scènes seulement. J'aurai l'occasion de vous donner plein d'exemples pour vous inspirer. Pour pas que ce soit vraiment une surprise là, au moment où vous vous mettez à travailler, là, vous allez savoir exactement ce qui est attendu, à quoi ça peut ressembler, et vous aurez vu des exemples de toutes sortes. Voilà. D'autres questions, commentaires? Alors sinon, je vous donne congé en m'engageant à rendre disponible aujourd'hui sur Moodle l'ensemble des textes au programme, en même temps que je vais verser sur la chaîne privée le cours d'aujourd'hui, l'enregistrement, en vous donnant un lien sur la page Moodle justement du cours. Vous aurez le lien vers l'enregistrement, donc vous pourrez revoir ça à loisir, et de même pour les présentations des semaines à venir. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence attentive et d'avoir accepté ce pari exigeant et finalement un peu malheureux là, de la rencontre virtuelle, en espérant que très prochainement, on se retrouve en présentiel. Merci. À la semaine prochaine.